Ils l'ont laissé mourir. En plein cœur de la nature sauvage du Wyoming, une rôdeuse solitaire a été battue, dépouillée de ses armes et pendue la tête en bas à un arbre, abandonnée au soleil, aux loups et au silence de la forêt. Sa force s'amenuisait, sa vision se noyait dans l'obscurité. Et puis, de la brume, il apparut. Un Mustang noir colossal, marqué par d'anciennes batailles, sorti des arbres. Sauvage, indompté, une créature de puissance brute et de liberté. Il aurait dû fuir à l'odeur du sang. Mais au lieu de cela, il se rapprocha. Ce que le cheval fit ensuite défierait toutes les lois de la nature et changerait tout ce qu'elle pensait savoir sur la survie, la loyauté et le destin. Avant de nous plonger dans l'histoire, dites-nous d'où vous regardez. Et si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner. La forêt nationale de Bridger-Teton s'étendait dans toutes les directions. Une vaste cathédrale de nature sauvage sous le ciel infini du Wyoming. De majestueux pins tordus formaient un mur vert foncé, brisé seulement là où les rivières issues de la fonte des neiges traversaient les vallées et se tressaient en rubans d'argent. Les sommets s'élevaient, déchiquetés et blancs au loin, épaulant les nuages d'orage comme si le ciel lui-même s'appuyait sur eux. Au printemps, les basses terres explosaient de fleurs sauvages, de brèves touches de couleurs qui semblaient presque provocantes face à la dureté du terrain. En automne, l'air devenait coupant et froid, et le sol de la forêt craquait sous les bottes, tandis que le gel s'emparait des herbes avant l'aube. C'était une terre qui ne pardonnait pas la négligence. C'est ici que Claire Dawson avait choisi de disparaître, ou peut-être d'endurer. Pour les locaux, elle était simplement la nouvelle rôdeuse. Une femme grande, aux épaules larges, au visage anguleux et aux yeux qui révélaient rarement quoi que ce soit. La plupart des matins, on la voyait faire son jogging sur le chemin de gravier avant les lèvres du soleil, son souffle s'embuant dans le froid. Plus tard, elle partait en patrouille, se déplaçant seule à travers la limite des arbres, ses jumelles sur la poitrine et une arme de poing à la hanche. Solitaire, précise, infatigable. Elle restait à l'écart à la station, ne parlant que lorsque ses fonctions l'exigeaient. Si quelqu'un essayait de faire la conversation, elle répondait brièvement et passait à autre chose, son ton poli mais sec. Pour ses collègues, elle était compétente, voire admirable, mais distante. Pour elle-même, elle était quelque chose de plus difficile à définir. Un soldat sans guerre, une survivante qui doutait parfois que la survie ait été une bénédiction. L'histoire de Claire avait commencé loin des pins du Wyoming. Des années auparavant, elle portait un uniforme différent, des treillis de couleur sable du désert au lieu de vert forêt. Elle avait été sergent-chef dans un détachement des opérations spéciales de l'armée américaine, l'une des rares femmes de sa division. L'Afghanistan avait été son creuset. Son unité était petite, mobile, et on lui faisait confiance pour se déplacer là où les hélicoptères ne le pouvaient pas, pour se fondre dans les montagnes et les villages où les cartes n'étaient guère plus que des suppositions. Elle avait rapidement gagné le respect, non pas parce qu'elle était bruyante, ce qu'elle était rarement, mais parce qu'elle était implacable. Ses ordres étaient clairs, son instinct aiguisé, et quand les balles commençaient à voler, elle n'hésitait jamais. Ces hommes, des gamins, vraiment, certains plus jeunes que 25 ans, avaient l'habitude de plaisanter en disant qu'elle avait de la glace dans les veines, mais ils la suivaient sans hésitation. Elle se souvenait de l'un d'eux, le caporal Henson, souriant dans la poussière d'un campement incendié. Si Dawson dit de bouger, tu bouges. Si elle dit de rester, tu ferais mieux de te clouer au sol. Pendant un certain temps, les missions se sont confondues. Des raids en pleine nuit, des négociations tendues avec les anciens tribaux, de longues heures de silence en attendant des renseignements qui pourraient être vrais ou non. L'ennemi était partout et nulle part, un écho à travers les vallées, une ombre se déplaçant de crête en crête. Et pourtant, elle avait cru en ce travail. Elle avait cru en son équipe jusqu'au jour où la croyance s'est brisée. C'était censé être un simple balayage de reconnaissance dans une vallée où les lignes de ravitaillement des insurgés se croisaient. Mais la vallée les attendait. L'information avait fuité, quelqu'un de leurs propres canaux les avait vendus. Alors que son unité descendait, des coups de feu ont éclaté de trois côtés. Les mortiers ont tonné, déchirant la terre. Claire se souvenait de la chaleur, de la fumée, des cris. Elle avait hurlé des ordres, traîné un homme à l'abri pour en voir un autre se faire faucher alors qu'il courait.
L'embuscade fut impitoyable et courte. En quelques minutes, la moitié de son équipe était morte ou mourante. Elle avait essayé de rallier les survivants, mais on ne peut pas se remettre d'une trahison. Quelque part dans le chaos, elle avait senti la certitude s'installer dans sa poitrine. Quelqu'un en uniforme les avait livrés. Elle n'a jamais su qui. Lorsque la dernière explosion la projeta contre un rocher, les oreilles bourdonnantes et la vision noire, elle pensa qu'elle allait rejoindre les autres. Au lieu de cela, elle se réveilla des heures plus tard, saignant mais vivante, entourée par le silence. Les corps de ces hommes gisaient tordus dans la poussière. Aucun hélicoptère de sauvetage n'est arrivé avant l'aube. À ce moment-là, elle était la seule à encore respirer. L'armée lui a donné une médaille. Ils l'ont appelée bravoure, persévérance, devoir. Ils lui ont serré la main, l'ont saluée et sont passés à autre chose. Elle a porté le ruban une seule fois pour la cérémonie, puis l'a glissé dans une boîte qu'elle n'a plus jamais ouverte. Pour elle, ce n'était pas un honneur. C'était le poids des fantômes. La nuit, elle rêvait de visages déformés par la peur, de la fin abrupte de vie qu'elle avait juré de protéger. Elle se réveillait en sueur, les oreilles tendues pour des explosions qui n'étaient pas là. Le jour, elle se tenait avec discipline, mais à l'intérieur, elle portait la culpabilité d'avoir survécu alors que tant d'autres n'y étaient pas parvenus. La vie civile ne lui offrait aucun réconfort. Les villes étaient trop bruyantes, trop bondées, trop pleines de mensonges ordinaires. Elle a essayé de rester à Denver pendant un certain temps, travaillant dans la sécurité, mais la foule l'étouffait. Chaque bruit soudain faisait sursauter son cœur. Chaque ruelle sombre évoquait des images d'embuscade. Les rues bondées lui semblaient plus dangereuses que les champs de bataille ouverts. Alors elle se retira. Elle commença à chercher des affectations qui la placeraient loin des néons et du bruit. C'est à ce moment-là que l'offre est arrivée. Un poste de rôdeuse ouvert à Bridgerton, couvrant de vastes étendues de forêts et de montagnes que peu de gens visitaient. La paie était modeste, le travail solitaire, le terrain impitoyable. À ses yeux, c'était parfait. Ici, si quelque chose mourait, c'était honnête. Un arbre tombait dans une tempête. Un ours mourait de faim en hiver. Un randonneur gelait dans le mauvais canyon. La mort n'était pas couverte d'euphémismes ou cachée derrière des rapports. La vie et la perte étaient écrites clairement sur la terre. Elle pouvait respirer ici, même si chaque respiration portait parfois la morsure de la solitude. Ses journées suivaient d'un rythme, debout à 5 heures. Comme si le réveil sonnait encore, elle courait sur la boucle de gravier derrière la station, ses bottes craquant le givre, elle rentrait pour nettoyer son arme de poing, huiler son fusil, vérifier l'état de son sac. Les patrouilles l'emmenaient à travers des kilomètres de bois où personne d'autre n'allait, juste elle et les signes laissés par d'autres. Un mégot de cigarette, un arbre abattu avec des marques de tronçonneuse, une légère volute de fumée là où il ne devrait y en avoir aucune. Elle notait tout avec un détail méticuleux. Certains collègues la traitaient d'obsessionnelle. Mais lorsque des braconniers étaient attrapés parce qu'elle avait repéré de très légères traces de pneus, ou qu'un campeur perdu était sauvé grâce à une brindille cassée qu'elle avait remarquée, leur taquinerie se calmait. Elle devint connue comme l'œil de la forêt. Pas un surnom amical, mais pas non plus un surnom moqueur. À la station, elle restait une énigme. Le soir, quand les autres échangeaient des histoires autour d'un café léger, Claire s'asseyait avec des cartes et des rapports. Elle parlait quand on lui posait des questions, ses réponses, nettes, pas plus que nécessaires. Elle souriait rarement. Quand des rires résonnaient dans la pièce, elle restait silencieuse, les lèvres serrées, comme si le son appartenait à un monde qu'elle ne touchait plus. Pourtant, elle portait son poids et plus encore. Elle se portait volontaire pour les corps de nuit, pour les patrouilles de longue distance que les autres n'aimaient pas. Si une tempête devait être surveillée ou un sentier dégagé dans un territoire à Grizzlies, elle s'en chargeait. Elle ne demandait jamais d'aide. Personne ne pouvait l'accuser de se dérober, même si elle ne se joignait jamais à eux pour la camaraderie. Des rumeurs flottaient sur son passé, sur la raison pour laquelle elle semblait taillée dans la pierre. Quelques-uns savaient qu'elle avait servi à l'étranger, mais aucun ne connaissait les détails. Elle ne corrigeait jamais leurs spéculations. Le silence était plus facile que la vérité. Pour la plupart d'entre eux, elle était fiable, mais insondable. Un soldat en exil qui portait maintenant du verre au lieu du sable.
Parmi ceux qui la surveillaient le plus attentivement, il y avait le superviseur Randall Cole. Officiellement, il louait son travail. Lors des réunions, il vantait ses rapports détaillés, son endurance, son approche inébranlable des tâches les plus difficiles. En apparence, il jouait le rôle d'un supérieur bienveillant. Mais ses yeux racontaient une histoire différente. Il s'attardait sur ses silences, sur son isolement, comme s'il les cataloguait non pas comme des vertus, mais comme des faiblesses. Il posait des questions sur son passé qui semblaient occasionnelles, mais ne l'étaient pas. Quand elle n'offrait aucune réponse, il souriait trop facilement, comme si son refus lui donnait de toute façon des informations. Claire sentait la dissonance, la fausse note sous ses compliments. Elle ne l'affrontait pas. Il n'y avait rien de concret à affronter. Mais l'instinct, aiguisé dans les déserts et les montagnes, à l'autre bout du monde, lui chuchotait que Randall Cole n'était pas un homme à qui on pouvait faire confiance. Et donc elle gardait ses distances plus que jamais. Elle s'en tenait à ses routines, à la certitude de la discipline, car la certitude était plus sûre que le doute. Pourtant, pendant les heures calmes, alors qu'elle se tenait à la limite des arbres et regardait le vent se déplacer sur les crêtes, elle savait que le passé n'en avait pas fini avec elle. Pas encore. Le soleil avait à peine dépassé la crête lorsque Claire sortit de l'air froid du matin pour entrer dans le couloir étroit de la station de Rangers. Son corps avait duré toute la nuit. Une patrouille de routine qui s'était terminée avec du givre accroché à sa veste et le goût métallique de la fatigue sur sa langue. Elle s'attendait à déposer son rapport, peut-être à dormir quelques heures avant de repartir. Au lieu de cela, elle trouva une note épinglée sur le tableau d'affichage avec son nom écrit dessus en lettres nettes et contrôlées. Le superviseur Cole veut vous voir. Elle resta immobile un instant, l'écho du passé remuant comme un murmure au bord de ses pensées. Elle plia le papier, le glissa dans sa poche et descendit le couloir. Le bureau de Cole se trouvait à l'autre bout de la station. La porte était entrebâillée, la lumière se répandant sur les planches de sol éraflées. À l'intérieur, l'air sentait légèrement le désinfectant et le papier, propre, trop propre, presque stérile. Son bureau était rangé avec un ordre qui semblait artificiel dans un endroit comme celui-ci. Des cartes couvraient les murs, leurs coins fixés avec une symétrie précise. Le bureau ne portait qu'un écran d'ordinateur, une lampe et une petite pile de dossiers soigneusement carrés dans le coin. Pas de boue, pas de poussière, aucune trace du travail sur le terrain qui définissait les journées de tout le monde. Paul leva les yeux de sa chaise alors qu'elle entrait. Il avait la fin de la quarantaine, ses cheveux coupés courts, son uniforme impeccable d'une manière qui suggérait plus de temps passé à leur passé qu'à le porter sur le terrain. Il désigna la chaise en face de son bureau. « Guard Dawson, dit-il, sa voix amicale, presque chaleureuse. Entrez, asseyez-vous. » Claire resta debout, ses bottes plantées sur le tapis fin qui s'étendait sur le sol. Elle ne répondit pas, se contentant d'incliner la tête en signe d'acquiescement. Cole se pencha en arrière, l'étudiant comme un homme pourrait étudier un échiquier. Ses yeux parcoururent son expression, sa posture, son silence, comme s'il faisait l'inventaire. Après une pause, il croisa les mains et dit « Il y a un itinéraire dans Elsincio Grove, un tronçon éloigné. Personne n'y est allé depuis des mois. Je veux que vous y fassiez un balayage. » Elsincio Grove est-il? Le nom fit naître un souvenir. Des bois denses, des ravins sinueux, des crêtes qui engloutissaient les signaux radio. Peu de gardes se portaient volontaires pour patrouiller là-bas. Elle se demanda pourquoi Cole l'avait choisi et pourquoi seul. Le protocole préconisait d'envoyer des pairs sur un terrain comme celui-là. Elle garda son visage illisible, mais une pensée insistait derrière son silence. Pourquoi moi et pourquoi seul? Cole tapota sur le bureau, brissant la pause. Ce n'est rien d'urgent, probablement rien du tout, mais quelques rapports inhabituels sont arrivés, des signes d'exploitation forestière, peut-être des chasseurs qui s'égarent. Jetez-y un coup d'œil. Toujours, elle ne s'assit pas. Toujours, elle ne répondit pas tout de suite et Mohanes. Finalement, elle donna un court hochement de tête. Compris. Ses lèvres se courbèrent en un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Bien, je savais que je pouvais compter sur vous. Elle se tourna pour partir, le dos droit, mais alors qu'elle s'avançait vers la porte, elle sentit son regard s'attarder, perçant et mesurant comme un crochet traîné sur sa colonne vertébrale. Sur le bureau derrière elle,
Cole fit glisser une carte pliée sur la surface polie. Une dernière chose, dit-il. Emportez ceci avec vous. C'est la dernière mise à jour. Elle s'arrêta, la prit et la déplia sous la lumière. Au premier coup d'œil, elle ressemblait à une carte topographique habituelle. Des crêtes vertes, des ruisseaux bleus, des lignes de contours gravées en brun pâle. Mais alors que ses yeux traçaient les marques, son esprit commença à comparer, se remémorant les cartes qu'elle avait étudiées 100 fois auparavant, quelque chose n'allait pas. Des barres obliques rouges traversaient un quadrant, une poignée de flèches dessinées là où aucune légende standard ne les plaçait. Un sentier qu'elle savait se courber vers le nord était ici marqué comme allant vers l'est. Une clairière qu'elle avait patrouillée il y a quelques semaines seulement était ombrée comme si elle n'existait plus. Elle tapota le papier avec son doigt ganté. Ces symboles, depuis quand sont-ils sur nos cartes? La réponse de Cole vint trop rapidement. Érosion des sentiers, glissement de terrain au printemps. J'ai demandé au bureau technique d'ajuster les choses. Ses yeux passèrent de la page à son visage. Son sourire était toujours là, trop lisse. Elle plia la carte, la glissa sous son bras et ne dit rien de plus. Mais en sortant du bureau, elle glissa son autre main dans sa poche, ses doigts effleurant le bord de sa propre carte personnelle, celle qu'elle avait soigneusement pliée et marquée au fil de mois de patrouille. Elle apporterait les deux sur le terrain, une officielle, une vraie. S'il y avait une différence, elle le saurait. Le couloir sembla plus froid lorsqu'elle quitta son bureau. La station bourdonnait légèrement alors que le quart du matin commençait ses tâches. Des bruits de bottes sur les escaliers, des radios qui grésillaient, quelqu'un qui riait d'une blague près de la cafetière. Elle passa devant eux tous sans ralentir le pas, bien qu'à l'intérieur de sa poitrine, une sensation familière ait commencé à s'enrouler, une tension vive et paisible. Le bourdonnement d'avertissement des instincts qui l'avaient autrefois maintenu en vie dans un autre désert, une autre guerre. Elle se souvint des embuscades qui commençaient exactement comme ça, avec des ordres qui semblaient ordinaires, mais qui sentaient bon. Une patrouille dans la mauvaise vallée, une carte avec une ligne de crête mal placée, un officier supérieur qui insistait sur le fait que tout était routine. En Afghanistan, la suspicion était une question de survie. Ici, dans le Wyoming, elle se rendit compte que ce pourrait être la même chose. Ce n'est pas Kaboul, se dit-elle, mais le danger n'a pas besoin de passeport. Sa discipline s'opposait à ses doutes. Les ordres étaient en désordre. Elle avait prêté serment au service de cette forêt et elle irait jusqu'au bout, mais elle n'irait pas à l'aveugle. Elle atteignit ses quartiers, une pièce étroite bordée d'étagères, et la légère odeur de résine de pain s'accrochant à sa veste. L'équipement attendait là où elle l'avait laissé, disposé avec une précision militaire. Elle s'assit sur le bord de la couchette et commença à vérifier chaque article. Le fusil M4. D'abord, elle tira la poignée de chargement, inspecta, la chambre sentit le glissement propre du métal sur le métal, le chargeur plein, la sécurité fonctionnelle. Elle le mit de côté avec une certitude tranquille. Son Glock 19 ensuite, reposant confortablement dans son étui. Elle vérifia les viseurs, l'action, le glissa de nouveau sur sa ceinture. D'un étui dans son sac, elle sortit son couteau de survie, le tranchant brillant après la nuit qu'elle avait passée à l'aiguiser. Elle le testa contre son pouce, puis le glissa de nouveau dans sa fente de botte. Des gourdes remplies d'air fraîche, des barres de ration cachées dans la poche latérale. Radio satellite, tracker GPS, pile de rechange. 2 cartes pliées avec soin. La carte mise à jour de Cole et sa propre version usée mais fiable. Elle les vérifia toutes 2 fois. Les vieilles habitudes l'exigeaient. Les vieux fantômes insistaient. Ses yeux se posèrent sur le tiroir du bas du petit casier en acier. Elle l'ouvrit et là se trouvait la boîte qu'elle avait promis de ne plus jamais toucher. La médaille métallique sur du velours, terne sous la lumière tamisée. Elle la fixa pendant une longue seconde, les visages de son équipe scintillant dans son esprit. Des cris, des coupes de feu, la trahison qui les avait séparés. Sa mâchoire se serra. Elle ferma le tiroir d'un coup sec. Plus jamais, pensa-t-elle, pas par ma négligence. Au moment où elle sortit son VTT du garage, le premier rayon de soleil avait dépassé la cime des arbres. Le ciel au-dessus des tétons brûlait d'un or pâle. Les sommets enneigés luisaient comme du fer frais de la forge. Un vent froid balayait la pente, transportant l'odeur âcre de résine de pain et de terre humide. Elle glissa son sac à dos dans le porte-bagages,
attacha le fusil et se balança sur le siège. Pendant un instant, elle resta assise là, le moteur au ralenti, les yeux balayant la cour de la station. Ses collègues s'affairaient à leurs tâches, vérifiant les pneus, chargeant des fournitures, partageant un café. Personne ne lui accorda plus qu'un coup d'œil passager. Une rôdeuse solitaire qui partait en patrouille. Rien d'inhabituel à cela. Rien, sauf le malaise qui s'installait comme une pierre dans sa poitrine. Elle tordit la poignée des gaz. La machine grogna, roulant sur la piste de terre, les pneus croquant sur le gravier et les pommes de pin. Les arbres se refermèrent rapidement. La station disparaissant derrière elle. La forêt se pressa de chaque côté. Des ombres s'allongèrent sur le sentier. Les feuilles craquèrent sous ses pneus. Un murmure sec qui montait et descendait à chaque tour de roue. Ses yeux balayaient le sous-bois, vifs et agités. Le poids de son équipement était constant sur son dos. L'acier de son fusil froid sous sa main. Chaque sens était en éveil. Chaque nerf était prêt. Le sentier tourna vers l'ouest, plus profondément dans Elsincio Grove, là où la carte de Cole avait dessiné ses étranges barres obliques rouges. Elle se pencha dans le virage, la mâchoire serrée, une pensée se répétant dans le silence. Ce n'est pas une patrouille de routine. La forêt devint plus dense à mesure que Claire s'enfonçait dans Elsincio Grove. La lumière du soleil se brisait en étroits faisceaux, striant les couches de pin et de sapin. Les pneus de son VTT mâchèrent le sol humide. Le sentier se rétrécissait jusqu'à n'être guère plus qu'un chemin de serre serpentant entre les arbres. Le grognement du moteur semblait trop fort, un bruit étranger dans l'étendue silencieuse. Après une heure de conduite régulière, elle coupa le moteur et laissa le silence s'installer. Elle descendit de son VTT, le fusil en bandoulière et s'accroupit pour examiner le sol. Quelque chose attira son regard, les restes d'un camp. Une parcelle de terre piétinée révélait le contour d'une tente, maintenant effondrée et à moitié ensevelie sous des aiguilles de tombée. Une bâche déchirée flottait faiblement au vent. Éparpillé à proximité se trouvait un cercle de pierres noircies par les cendres. Le feu de camp était éteint depuis longtemps. Des boîtes de conserve vides, rouillées au niveau des joints, gisaient d'un côté. Elle en ramassa une, la renifla. L'odeur aigre des haricots et de la graisse s'y accrochait encore faiblement. Pas vieille de plusieurs semaines, mais de plusieurs jours. Elle se leva lentement, balayant le périmètre du regard. À quelques mètres de là, elle remarqua un tronc d'arbre avec des cicatrices fraîches. L'écorce avait été arrachée par gros morceaux, les marques irrégulières, inégales. Pas les a été soignées d'un garde forestier ou d'un randonneur. Quelqu'un avait coupé du bois ici, grossièrement et à la hâte, de l'exploitation forestière illégale. Ses yeux se plissèrent. Elle s'accroupit de nouveau, passant une main gantée sur le sol. Des empreintes de bottes profondes dans le sol humide. 3, peut-être 4 tailles distinctes, des hommes, d'après la forme et la répartition du poids. Les impressions étaient assez nettes pour n'avoir pas plus de 24 heures. Les traces s'inclinaient toutes dans la même direction, plus profondément dans le bosquet. Claire sortit son appareil photo de son sac, prit des photos des empreintes, de l'arbre abattu, du camp abandonné. La documentation était une seconde nature. Chaque clic de l'obturateur ressemblait à une marque sur un grand livre, une preuve à classer plus tard si elle vivait assez longtemps pour la classer. La voix de Cole remua sans y être invitée dans son esprit. Elsincio Grove est calme, il y a très peu de gens qui y vont. Sa mâchoire se serra. Les mots sonnaient faux maintenant. Le sentier racontait une histoire différente. La forêt avait une façon de changer de ton. Les oiseaux qui avaient gazouillé plus tôt dans la matinée s'étaient tus. Le silence était contre nature, s'abattant comme un couvercle. Même le vent semblait faiblir, les branches bougeant à peine. Claire se leva, chaque nerf en alerte. Elle tourna en un lent arc, les yeux balayant le sous-bois. L'instinct lui chuchota qu'elle était surveillée. Les poils sur la nuque se hérissèrent, une sensation qu'elle n'avait pas ressentie aussi fortement depuis l'Afghanistan. Sa main glissa presque inconsciemment vers le Glock à sa hanche. Elle le desserra dans l'étui, son doigt effleurant la poignée texturée. Sa posture changea pour adopter la posture prudente et équilibrée qu'elle avait 1000 fois répétée dans les zones de combat. Des souvenirs mordaient au bord de sa conscience. Le silence avant une fusillade.
La façon dont l'air du désert semblait retenir son souffle juste avant que l'embuscade ne se déclenche autour de son équipe. Le même poule de terreur palpitait maintenant dans cette forêt du Wyoming. Ne répète pas l'erreur, se dit-elle, n'y entre pas à l'aveugle. Mais ici, les arbres poussaient trop près. Les branches tissaient un plafond de verdure. Les lignes de vue étaient réduites à quelques mètres. Chaque ombre pouvait cacher un homme, chaque rafale de vent pouvait masquer le bruit d'un pas. Son souffle ralentit, peu profond et régulier, ses oreilles tendues pour le moindre craquement de mouvement. L'attaque vint rapidement. Claire s'accroupit de nouveau pour inspecter une marque de talons fraîches dans le sol. Juste au moment où elle se penchait, un bruissement soudain explosa du buisson. 3 hommes jaillirent de leur cachette en même temps. Leurs vêtements étaient un mélange de pantalons de camouflage et de vestes délavées, leurs visages enveloppés dans des écharpes qui ne laissaient que leurs yeux visibles. L'un portait une lourde branche de bois, un autre un pistolet à canon court. Le troisième brandissait un couteau dentelé. Claire réagit avant que la pensée ne puisse la rattraper. Elle sortit son Glock, tira un coup en l'air. Le coup de feu craqua comme le tonnerre, effrayant un corbeau de la cime des arbres. Pendant un instant, les assaillants tressaillirent. Mais alors, une quatrième silhouette s'élança de derrière, lançant une pierre de la taille d'un poing. Elle la frappa violemment à l'épaule, le choc engourdissant son bras. Le Glock glissa de sa main en cliquetant dans la saleté. Elle tourna sur elle-même, donnant un coup de coude en arrière de toutes ses forces. Il se connecta avec une mâchoire masquée, elle craqua sous le coup, et l'homme recula, se tenant le visage. Les autres se précipitèrent. L'un d'eux lui asséna un coup de gourdin en bois sur l'avant-bras, une douleur lui traversa le poignet. Un autre la plaqua par le côté. Elle se débattit férocement, son entraînement de soldat prenant le dessus. Un coup de genou dans les cuisses, un coup de pied aigu dans le tibia, son corps se déplaçant par instinct et mémoire musculaire. Pendant une seconde à couper le souffle, elle pensa qu'elle pourrait se libérer. Mais la forêt cracha 2 autres ombres. Plus d'hommes, courant à vive allure, les dents découvertes dans de cruels sourires. Surpassés 6 contre 1, le coup vint brutalement et rapidement. Un coup lourd se brisa contre l'arrière de son crâne. Une lumière blanche explosa dans sa vision. Elle chancela, lutta pour rester debout, mais ses genoux fléchirent. Le sol se précipita vers elle. À travers le bourdonnement dans ses oreilles, elle entendit une voix en espagnol. Dure, moqueuse. En vie, ordonna le chef. Prenez-la vivante. C'est juste un autre chien des Rangers. L'obscurité s'approcha. Ses poignets brûlèrent alors que des attaches en plastique se serraient. Des mains rugueuses lui arrachèrent le fusil de l'épaule, sortirent le Glock de la saleté et jetèrent les deux dans le sous-bois. Le couteau de survie fut retiré de sa botte et jeté de côté. Une botte se posa sur sa poitrine, la clouant au sol. Elle haleta, ses côtes se tendirent, la terre remplissant ses poumons. Des poings s'abattirent, un sur sa joue, un autre sur sa mâchoire. Un coup de pied dans ses côtes envoya une douleur en spirale à travers son côté. Pourtant, elle regardait fixement vers le haut, la défiance brûlant à travers le brouillard. L'homme au-dessus d'elle grogna, se penchant. « Des yeux brillants !» cracha-t-il en anglais avec un accent. « Trop brillants !» Le chef apparut, plus grand que les autres, les yeux froids au-dessus de son bandana. Il s'accroupit, inspectant son visage avec un calcul détaché. Sa lèvre ensanglantée se retroussa en un sourire moqueur malgré la douleur. Ce regard sembla le mettre en rage. Sa voix s'abattit sur les autres. « Attachez-la. Pendez-la. Laissez le soleil et les loups finir le travail. » Ils la traînèrent à travers le sol de la forêt, ses bottes creusant des sillons dans la terre. Les hommes s'arrêtèrent au bord d'une clairière où un vieil arbre mesquite étalait ses branches tordues comme une main squelettique. L'un d'eux lança une corde par-dessus une branche épaisse et les fibres, rugueuses et effilochées. Ils l'enroulèrent autour de sa cheville, la serrant jusqu'à ce que l'os frotte contre la corde. Puis, d'un coup, ils la hissèrent vers le haut. Le monde s'inversa, le sang afflua à sa tête. La forêt tourna alors que son corps se balançait la tête en bas à quelques mètres du sol. Le chef tira sur le nœud, testant sa force. Satisfait, il cracha dans la terre. « Laissez-la attendre. » L'un des autres jeta son M4 dans le sous-bois
avec un sifflement moqueur. Voyez combien de temps dure la brave rôdeuse. Ils rirent, leur voix grinçant dans ses oreilles. Le chef jeta un dernier coup d'œil, ses yeux scintillants de malice. Le soleil dénudera ses os. Les loups feront le reste. Puis ils disparurent dans les arbres, le bruit de leurs bottes devenant de plus en plus faible, jusqu'à ce que le silence engloutisse la clairière. La corde s'enfonça cruellement dans ses chevilles. Claire se tordit, essayant de se redresser, ses muscles abdominaux se tendant, mais le nœud tenait bon. La douleur lui transperça les articulations. Ses doigts griffèrent l'air, désespérés pour une arme, une lame, n'importe quoi. Mais son couteau était parti, ses pistolets partis. Elle se balança, impuissante, le mouvement raclant ses épaules contre l'écorce. La sueur lui piquait les yeux, se mêlant au sang qui coulait de son cuir chevelu. Sa vision se brouilla. Le monde bascula et se redressa à nouveau à chaque balancement. Ses poumons fonctionnaient comme des soufflets, aspirant un air qui brûlait comme du feu. La chaleur s'abattait impitoyablement. Sa bouche était asséchée, sa langue épaisse et inutile. Elle ferma les yeux et les fantômes vinrent. Des cris en pachtou, le claquement des fusils, l'explosion tonitruante de l'IED, les visages de son unité, les yeux écarquillés dans l'instant avant que le ciel ne les consume. Sa propre voix se déchira, crue et silencieuse. Pas encore, pas comme ça. Mais la forêt n'offrait aucune réponse. Pour la première fois depuis des années, une pensée s'enroula dans son esprit qui la glaça plus que n'importe quel ennemi ne le pourrait. Peut-être que cette fois je n'y arriverai pas. Le temps s'effilochait, les minutes saignaient en heures. Le soleil monta, la fixant sans pitié. Sa peau picotait, ses lèvres se fendirent. Le sang s'accumula dans sa tête, martelant son crâne jusqu'à ce que sa vision nage dans le rouge et le noir. Son souffle haletait, peu profond. Le craquement de la corde au-dessus d'elle devint plus fort à chaque balancement, à chaque torsion d'effort. Le son lui coupait les oreilles comme un couteau. Les feuilles bruissaient dans la canopée, aiguës comme des lames contre ses nerfs à vif. Sa poitrine se souleva, puis vacilla. La conscience vacilla, refluant comme une marée qu'elle ne pouvait pas contrôler. Dans le flou faible, avant que l'obscurité ne se referme, sa dernière pensée cohérente scintilla. Personne ne viendra. Pas ce que tu vois. Puis la forêt tourna une fois de plus et tout devint sombre. Le monde revint lentement comme des fragments de lumière saignant à travers un tissu déchiré. La bouche de Claire était sèche comme du sable. Sa langue semblait enflée, collée au palais. Elle essaya d'avaler et ne trouva rien à avaler, sa gorge se raclant comme du parchemin. Chaque respiration faisait mal. Sa poitrine se soulevait par de courts halètements. Ses yeux s'ouvrirent. Au début, la forêt autour d'elle n'était qu'un flou de formes changeantes, les couleurs se mélangeant les unes aux autres. Le soleil était monté plus haut. La chaleur s'appuyait sur sa peau, dure et impitoyable. Le sang pulsait dans son crâne. La pression d'être pendu la tête en bas pendant si longtemps faisait sonner ses oreilles d'un bourdonnement sourd et monotone. Elle gémit. Le son s'échappa à peine de ses lèvres gercées. Un mouvement scintilla au bord de sa vision. Elle essaya de tourner à la tête, mais la douleur lui transperça le cou. Le monde tourna à nouveau, la désorientant, et elle ferma les yeux fermement. Elle osa les ouvrir. Elle crut voir une ombre glissant entre les arbres. Large, silencieuse, noire. Son esprit vacillait. Hallucination. Ça doit l'être. Déshydratation, coup de chaleur, manque d'oxygène. Tout cela se combinait pour peindre des fantômes derrière ses yeux. C'était ce que c'était. Un fantôme. L'ombre bougea de nouveau, une forme massive glissant entre des faisceaux de lumière du soleil comme si elle appartenait à un autre monde. Son cœur se mit à battre douloureusement. Elle cligna des yeux, mais la silhouette restait trop solide pour n'être que son imagination, un cheval. Pendant un instant, elle pensa qu'elle avait complètement perdu l'esprit. Sa vision s'éclaircit peu à peu, se concentrant. La silhouette s'avança hors des arbres, et la forêt sembla reculer pour lui faire de la place. C'était un étalon, mais différent de tous ceux qu'elle avait vus auparavant. Énorme, son pelage si noir qu'il semblait engloutir la lumière, un éclat sombre ondulant sur ses muscles à chaque pas silencieux. Sa crinière était longue et sauvage. Des mèches scintillantes d'argent là où la lumière du soleil frappait sur son épaule gauche. Le poil s'écartait autour d'une longue cicatrice,
pâle et déchiquetée, une marque gagnée lors d'une bataille de mossé. La gorge de Claire se serra. Elle avait vu des Mustangs dans la nature bien des fois, de brefs aperçus au bord des routes de patrouille. C'étaient des créatures insaisissables, sauvages, des fantômes méfiants de l'ancienne frontière. Ils ne s'approchaient jamais. Ils s'enfuyaient à l'odeur de l'homme. Mais celui-ci ne s'est pas enfui. Il se tenait à peine à une douzaine de mètres, la tête haute, les narines dilatées alors qu'il flairait l'air, ses yeux sombres, sans fond, fixés sur elle. L'intensité de son regard lui envoya un choc dans la colonne vertébrale. Non, ce ne peut pas être réel. Les oreilles de l'étalon s'agitèrent, captant le léger bruissement des feuilles au-dessus, puis se tournèrent vers elle. Il ne s'est pas enfui. Il n'a pas reculé. Il se contentait de regarder. Le grand cheval commença à bouger, lentement et délibérément, ses sabots s'enfonçant dans le tapis de feuilles mortes avec un bruit sourd et pesant. Il fit le tour de l'arbre une fois, puis deux, le rythme de ses pas, régulier comme un battement de tambour. Le corps de Claire se tendit. Elle n'aurait pas pu bouger si elle l'avait voulu. Ses bras pendaient inutilement, le sang y pulsant, ses poignets brûlant contre les attaches. Mais ses instincts criaient à la prudence. Même dans son délire, elle savait ce qu'un Mustang pouvait faire avec un seul coup de sabot bien placé. Pourtant, les mouvements de l'étalon n'étaient pas agressifs. Ils étaient calculés, curieux. Il baissa son énorme tête, ses narines se dilatant alors qu'il captait son odeur, ses oreilles pivotant avec une vigilance constante. Elle retint son souffle sans s'en rendre compte, comme si le simple fait d'expirer pouvait effrayer l'animal. Son cœur battait à tout rompre dans ses oreilles. Toujours, l'étalon faisait le tour, le bruit de ses sabots étouffés par la terre, sa crinière ondulant à chaque pas mesuré. Il y avait quelque chose d'étrange dans sa façon de se tenir. Pas de panique, pas d'hésitation, presque comme s'il comprenait la situation. C'est impossible, se dit-elle. Ce n'est qu'un animal. Mais la pensée ne la convainquit pas. Puis l'étalon s'arrêta sous elle. Sa tête se leva, ses yeux se plissant sur la corde qui lui liait les chevilles. Son souffle était chaud contre sa jambe, une bouffée d'air chaud se précipitant à travers sa botte. Claire fixa, son pouls claquant comme une caisse claire. « Non, tu ne peux pas, murmura-t-elle, bien que les mots s'échappèrent à peine de ses lèvres. Le cheval inclina la tête, ses lèvres se recourbant alors qu'il reniflait le chanvre rêche. Il renifla une fois, puis ouvrit la bouche et serra ses dents autour de la corde. Claire se figea. Les fibres craquèrent sous la pression de ses mâchoires puissantes. Pendant un instant, rien ne se passa. Et puis la corde gémit, un son sec et s'écaillant remplissant ses oreilles. Son corps tressaillit alors que la ligne se déplaçait, la balançant violemment. Un cri s'échappa de sa gorge. L'étalon se raidit, ses muscles s'agglutinant sous sa robe, et il tira de nouveau. La corde chanta sous la tension. Avec un craquement sec, le nœud céda. Claire s'effondra. Elle frappa le sol durement, l'impact chassant l'air de ses poumons. La douleur monta à travers son épaule, sa hanche, ses côtes déjà meurtries. Le monde explosa en étoiles de blanc et de noir. Pendant un instant, elle ne put pas respirer du tout. Son corps s'enroula instinctivement, désespéré d'oxygène. Elle toussa, haleta, l'air s'engouffrant dans sa gorge irritée. L'agonie dans sa cheville était aveuglante. La corde avait brûlé profondément sa peau, et maintenant chaque pulsation de sang apportait une nouvelle douleur. Elle essaya de rouler sur le côté, mais pouvait à peine se soulever. Étendue sur la terre, sa vision flottant, elle prit à nouveau conscience de l'étalon. Il se tenait au-dessus d'elle, la dominant, assez près pour qu'elle puisse entendre le rythme régulier de sa respiration. L'odeur de cheval, terreuse, musquée et âcre, remplit ses narines. Sa poitrine se soulevait et retombait avec une puissance calme, de la vapeur s'échappant de ses naseaux dans la chaleur de l'après-midi. Il n'avait pas couru. Il ne s'était pas enfui. Il l'avait sauvé. L'esprit de Claire tournoyait. Rien dans ce moment n'avait de sens. Durant toutes ces années dans les zones de combat, elle s'était fiée à l'entraînement, à la raison. Rien ne se passait sans cause. Les soldats agissaient par devoir, les ennemis par haine, les civils par désespoir. Il y avait toujours une logique, même lorsqu'elle était enterrée dans la cruauté. Mais cela, celui-là, un Mustang sauvage, un animal censé fuir le genre humain, avait choisi d'approcher une garde suspendue et saignante et de la libérer.
Sa gorge se serra. Des larmes lui brûlèrent les yeux, non invités. Elle détestait cette faiblesse, mais la vérité se fraya quand même un chemin hors d'elle. En Afghanistan, aucun miracle n'était survenu. Aucune ombre n'avait sorti ces hommes du piège. Ils étaient morts là où ils étaient tombés, et elle n'avait vécu que par accident. Maintenant, ici, à l'autre bout du monde, alors que tous les signes pointaient de nouveau vers la mort, la délivrance était apparue sur quatre pattes. Elle ravala sa voix, brisée par la sécheresse. « Toi, tu m'as sauvé. » Le cheval renifla doucement, déplaçant son poids, son regard ne la quittant jamais. Elle essaya de se pousser, mais son corps refusa. Ses bras tremblèrent violemment sous elle et elle s'effondra de nouveau. La douleur transperça ses côtes. L'étalon fit un pas de plus, ses sabots pressant le sol à quelques centimètres seulement de son bras. Claire se força à lever la tête. Ses yeux rencontrèrent les siens. Ils étaient plus sombres que la nuit. Et pourtant en eux brûlait quelque chose de stable, d'infaillible. Aucune peur, aucune cruauté, juste une présence. La forêt sembla s'éloigner autour d'eux, le silence plus profond qu'avant. Pendant un instant, c'était comme si les deux étaient seuls au monde. Soldat et Mustang, survivante et ombre. Ses lèvres se fendirent en un murmure à peine audible. « Tu m'as sauvé. » Ses forces la lâchèrent. Sa tête retomba contre la terre. Les ténèbres montèrent de nouveau, l'enveloppant dans leur étreinte impitoyable. La dernière chose qu'elle vit avant que le noir ne la prenne fut l'étalon, toujours monté la garde, grand et inébranlable, comme une sentinelle taillée dans la nature elle-même. Les ténèbres s'étaient installées sur Elsincio Grove quand les yeux de Claire s'ouvrirent à nouveau. Au début, elle pensa qu'elle était morte. La canopée au-dessus avait disparu dans le noir, percée seulement par une fine dispersion d'étoiles et la lueur gonflée d'une lune montante. Son corps palpitait de douleur à une douzaine d'endroits, ses côtes comme du verre brisé, sa cheville pulsant à chaque battement de son cœur, sa tête lourde comme une pierre. Elle gisait étendue dans la terre où elle était tombée, à moitié enfouie dans les feuilles, chaque muscle hurlant lorsqu'elle essayait de bouger. La forêt était vivante autour d'elle, mais pas avec les sons réconfortants qu'elle avait connus de jour. Les insectes bourdonnaient d'un rythme régulier et inquiétant. Quelque part au loin, des loups hurlaient, leur voix basse et affamée, se tissant dans l'air de la nuit. La peur se glissa dans ses veines, lente et froide, plus lourde que la douleur. Elle se déplaça, essayant de s'asseoir, mais ses bras tremblèrent sous son poids et s'effondrèrent. Ses jambes tremblèrent violemment, ses chevilles gonflées et inutiles, ses côtes la poignardant à chaque tentative de respiration. Elle serra la mâchoire pour étouffer un cri. Si les hommes qui l'avaient laissée ici n'étaient pas allés loin, le son pouvait les faire revenir. Les loups hurlèrent à nouveau, plus près. Claire força alors ses yeux à s'ouvrir plus grands, balayant l'obscurité. C'est à ce moment-là qu'elle les vit. Deux pointes de lumière s'étillant dans les ombres. Des reflets de clair de lune capturés dans une paire d'yeux. Son souffle se coupa. Pendant un battement de cœur, elle pensa que c'étaient des loups déjà sur elle. Mais alors que la forme émergeait au grand jour, son pouls vacilla d'une incrédulité stupéfaite, l'étalon. Il se tenait à quelques pas de là, massif et immobile, son corps bordé de lumière argentée. La cicatrice sur son épaule luisait, pâle contre le lustre d'obsidienne de sa robe. Ses yeux brillaient comme des charbons sous la lune, la regardant avec la même intensité inébranlable qu'avant. Claire essaya de parler, mais seul un rauque chevalin sortit de sa gorge. Le grand cheval s'avança, ses sabots s'enfonçant doucement dans le sol humide. Le son était profond, mesuré, chaque pas portant le poids de l'inéluctabilité. Le souffle de Claire trembla. Son esprit luttait pour accepter ce que ses yeux lui disaient. Aucun Mustang dans son bon sens n'approcherait un être humain gisant brisé sur le sol. Et pourtant, celui-ci non seulement l'approchait, mais il s'abaissait. L'étalon plia ses genoux, d'abord un, puis l'autre, sa carcasse massive se repliant jusqu'à ce que sa poitrine touche presque la terre. La poussière s'éleva en un nuage léger. La crinière de l'animal se répandit en avant comme un rideau de soie noire brossant le sol. Il tourna légèrement de la tête, une oreille inclinée vers elle comme pour l'inviter. Claire regarda, figée entre l'incrédulité et l'émerveillement. Le mouvement était indéniable. Pas un hasard, pas un accident, un geste.
Sa gorge travailla douloureusement. Elle murmura à peine audiblement. Tu veux que je monte? Le cheval expira fortement, de la vapeur s'échappant de ses naseaux dans le froid de la nuit. Claire ferma les yeux, luttant contre les larmes. Chaque partie de son corps hurlait contre l'idée. Il ne lui restait plus de force. Mais si elle restait où elle était, les loups la trouveraient avant l'aube et les hommes du cartel pourraient revenir pour finir ce qu'ils avaient commencé. Lentement, douloureusement, elle traîna son corps en avant. La terre écorcha ses paumes alors qu'elle rampait la courte distance. Chaque traction de ses bras faisait mal à ses côtes. Chaque pouce en avant était une petite bataille. Elle haleta pour de l'air, sa sueur se refroidissant contre sa peau. Malgré le froid de la nuit, les talons restaient immobiles, la tête baissée, patient. Elle tendit la main vers sa crinière, sa main tremblant alors que ses doigts se refermaient autour des mèches épaisses. Les cheveux étaient épais, rêches de poussière, mais rayonnants de chaleur comme des braises étouffées. Elle se prépara et tira. Ses bras tremblèrent violemment, ses épaules menaçant de céder. Sa première tentative glissa. Sa poitrine frappa le flanc du cheval, la douleur la secouant à travers ses côtes. Elle s'affaissa, étourdie. « Pas encore, murmura-t-elle d'une voix rauque. Pas fini. Elle rassembla le peu qui lui restait à l'intérieur d'elle. Ses dents se serrèrent jusqu'à ce que sa mâchoire soit douloureuse. Elle se hissa vers le haut, serrant plus fort la crinière. Ses pieds grattèrent le sol une fois, deux fois, glissant sur la terre meuble. Ses vêtements se déchirèrent contre la peau du cheval, écorchant sa peau. Au troisième essai, son corps bascula sur le large dos de l'étalon. Elle s'effondra sur sa poitrine, pressée contre le muscle chaud, ses bras ballottant mollement de chaque côté. Elle pouvait à peine respirer, mais elle était là, sur son dos. Sa joue pressée contre ses mèches principales, chatouillant ses lèvres. L'odeur de la terre, de la sueur et de la sauvagerie remplit ses poumons. L'étalon se leva. Il se mit debout en un mouvement fluide, ses muscles ondulant sous elle comme de l'acier vivant. Pendant un battement de cœur, elle craignit de glisser, mais le grand cheval ajusta son poids avec un équilibre troublant, stabilisant sa forme molle. Puis, il commença à bouger. Ses pas étaient tranquilles, mais déterminés, ses sabots battant doucement, chacun réverbérant à travers sa poitrine où elle était affalée contre lui. Le rythme était hypnotique, régulier comme un battement de tambour, la portant plus profondément dans la nuit. Le sentier se rétrécit en une coupe dentelée à travers la pierre, le genre de chemin qu'aucun véhicule ne pouvait parcourir. Les rochers saillaient comme des dents cassées, luisant faiblement sous la lune. L'étalon s'enfila entre eux sans faiblir, chaque placement de ses sabots précis et sûr. Ils passèrent à travers les murs étroits de la gorge, s'élevant abruptement de chaque côté, le clair de lune se découpant en rubans pâles. Claire remua faiblement à l'écho des sabots contre la pierre. Au-delà de la gorge, un ruisseau gargouillait, sa voix haute et froide. L'étalon avança tout droit dans l'eau, éclaboussant les bottes pendantes de Claire. Le choc du froid se répandit dans sa peau, la réveillant à moitié. Elle haleta, la fraîcheur coupant à travers son délire. Pendant un instant, elle s'imagina être de retour dans un autre endroit, des montagnes à l'autre bout du monde, des hommes criant alors qu'ils traversaient une rivière sous le feu. Mais la rivière ici était douce, et le seul son était la respiration régulière du cheval qui la portait. Chaque fois que l'étalon sautait un tronc ou escaladait une pente, elle pensait qu'elle glisserait. Mais l'animal ne perdait jamais l'équilibre. Il la portait comme s'il l'avait fait 1000 fois. À moitié consciente, Claire se rendit au rythme. Elle flotta entre l'éveil et le rêve. Elle pressa son visage contre le cou du cheval, sa crinière humide de sueur et de rosée. La chaleur de son corps rayonnait en elle, chassant le froid. Elle pouvait entendre le tonnerre de son cœur, régulier et sûr. D'une manière ou d'une autre, son propre rythme cardiaque ralentit pour s'y accorder, tombant dans la même cadence que les sabots frappant la terre. Son esprit dériva. La nuit se brouilla avec la mémoire. Elle était de nouveau en Afghanistan. Des pales de rotor martelant au-dessus, la poussière fouettant son visage. Des explosions fleurissaient au loin, les cris de son équipe remplissant ses oreilles. Puis la scène se déplaça, se mêlant à la forêt, le coup de feu remplacé par le martèlement régulier des sabots, le chaos remplacé par la force silencieuse de l'étalon sous elle. Pour la première fois depuis des années, au milieu du brouillard de la douleur et de l'épuisement,
Elle sentit une écharde de sécurité. La réalisation la surprit autant qu'elle la réconforta. Elle ne s'était pas sentie en sécurité depuis avant l'embuscade. Pas vraiment, mais maintenant, à moitié morte et bercée sur le dos d'un Mustang sauvage, elle se permit d'y croire. La lune monta haut, drapant la forêt d'argent. Le brouillard s'accumula dans les creux, s'accrochant au sous-bois. La rosée se rassembla sur les aiguilles de pin, scintillant comme des perles de verre. La température chuta, et Claire frissonna violemment, ses dents claquant. Mais l'étalon ne ralentit pas. Son pas était implacable, la portant en avant, comme s'il avait choisi une destination qui lui était propre. Un cœur de loup s'éleva à nouveau, plus près qu'avant. Leurs voix ondulaient à travers les arbres, prédatrices et affamées. Claire remua au son corps se raidissant contre le dos du cheval. Mais l'étalon jeta seulement sa tête et se lança dans une foulée plus forte. Ses sabots martelèrent plus fort contre le sol, un avertissement tonitruant qui traversa la vallée. Les loups se turent. Claire sentit le frisson d'un rire monter dans sa gorge, faible et brisé, mais réel. « Pas peur de rien », murmura-t-elle. Ces mots disparurent dans la nuit, mais les oreilles de l'étalon se contractèrent comme s'il avait entendu. Au moment où l'horizon pâlit, elle était à peine consciente. Son corps affalé contre le cou du cheval, ses doigts lâchement emmêlés dans sa crinière. À travers un brouillard d'épuisement, elle vit la faible lueur de lumière devant. Pas la lune, pas des étoiles, des lampes, la station. Ash franchit une légère montée et s'arrêta, se tenant droit sur la crête. En dessous, nichée dans les arbres, la station des gardes forestiers vacillait faiblement avec ses lampes d'urgence, les premiers émois de l'aube, brossant ses toises de grise. Claire leva faiblement la tête, ses lèvres se fissurant alors qu'elle murmurait « Nous sommes revenus ». Sa voix se brisa, plus un souffle qu'un son, mais c'était suffisant. Elle s'affaissa en avant, sa conscience glissant. L'étalon resta immobile un long moment, comme pour s'assurer que la vue était réelle. Son souffle s'échappait en panache blanc contre le froid. Puis, sans hésitation, il s'avança à nouveau, la portant sur la dernière distance à travers les arbres qui s'amincissaient. Au bord de la forêt, où le premier chemin de gravier commençait, le cheval s'arrêta. Claire était partie dans son monde, molle et relâchée contre son cou. L'étalon s'attarda, la tête levée, les yeux fixés sur l'avant-poste humain devant. De la vapeur s'échappa de ses naseaux alors que l'aube se levait. Et puis, d'un pas délibéré, il entra dans la clairière, ramenant Claire Dawson au vivant. La première lumière de l'aube se glissa à travers la vallée, mince et pâle, touchant à peine les sommets des tétons, lorsque le capteur de mouvement près de la ligne d'arbres nord commença à clignoter. À l'intérieur du poste des gardes forestiers de Bridgerton, le petit moniteur bourdonnait doucement, son écran marqué de légères lignes de grille et d'un point clignotant se déplaçant régulièrement à travers l'image. L'agente Sofia Ramirez se frotta les yeux fatigués et se pencha plus près. Au début, elle pensa que c'était juste un orignal ou un ours errant, mais les lectures étaient fausses. Le signal portait du poids, régulier, délibéré, trop, même pour un animal trébuchant dans le sous-bois. « Pas un cerf », murmura-t-elle. Sophia avait une réputation dans la station, pratique, peu sentimentale. Elle n'était pas du genre à s'effrayer facilement. Mais alors qu'elle regardait le point clignotant ramper plus près de la limite, elle sentit un picotement monter le long de sa peau. Le mouvement était trop constant, presque intentionnel. Elle tapota le bureau, puis attrapa sa radio. « Unité trouée en tenue de combat. On a quelque chose d'inhabituel sur la ligne nord. On sort. » En quelques minutes, elle et 3 autres gardes forestiers se déplacèrent à travers la brume avec des fusils en bandoulière et des lampes de poche coupant des cônes pâles à travers l'obscurité. La forêt était silencieuse, les dernières étoiles s'estompant encore alors que l'aube se pressait sur les crêtes. Les bottes de Sophia craquèrent contre le gravier alors qu'ils s'approchaient de la lisière des arbres. Et puis la brume s'ouvrit. Ils se figèrent. Hors du brouillard flottant sortit un Mustang colossal, sa robe noire comme du charbon, sa crinière emmêlée et sauvage. L'étalon se déplaçait avec une étrange gravité, comme si toute la forêt se pliait à son pas. Une cicatrice pâle tranchait son épaule, luisante comme de l'argent dans la lumière du matin. Mais ce n'était pas seulement le cheval qui les tenait immobiles. Sur son dos, affalé et sans mouvement, se trouvait une figure humaine.
Une veste de garde forestier déchirée et tachée, des mains pâles pendant mollement sur les côtés. Un visage relâché par l'épuisement, des lèvres fissurées et ensanglantées. Mon Dieu tout-puissant, murmura l'un des jeunes gardes, la voix tremblante. Il la porte. La gorge de Sophia se serra. Elle reconnut le visage instantanément. Claire Dawson. Pendant un battement de cœur, personne ne bougea. L'image semblait trop surréaliste, trop impossible. Les talons sauvages se tenant dans la brume de l'aube, livrant leurs camarades drapés sur son dos. Silence, siffla Sophia. Elle leva une main, leur signalant de tenir bon. Lentement, prudemment, elle fit un pas en avant. Tout doux, les oreilles du Mustang tressautèrent, sa grande tête baissée, les yeux sombres et non clignotants. Et puis il fit quelque chose qui fit haleter Sophia. Il s'inclina légèrement, abaissant son cou jusqu'à ce que le corps de Claire glisse assez pour que les gardes puissent l'atteindre. Poste de course, pas de résistance, presque une offre, ils se précipitèrent en avant. Deux gardes soulevèrent Claire avec précaution, la déposant sur la civière. L'un d'eux avait jeté sur son dos. Sa poitrine se soulevait et retombait faiblement. Sa peau était moite, ses lèvres fendues par la déshydratation. « Elle est vivante », souffla Sophia. Le soulagement l'envahit si fort que ses genoux se sentirent faibles. Entrez-la à l'intérieur maintenant. Ils se déplacèrent rapidement, la portant vers l'infirmerie de la station. Sophia s'attarda seulement une seconde de plus, jetant un coup d'œil en arrière vers le Mustang. Il se tenait immobile juste à l'extérieur de la ligne de clôture, sa tête massive levée, regardant. De la vapeur s'échappait de ses naseaux dans l'air frais du matin. Ses yeux scintillaient comme des piscines d'obsidienne, suivant chaque pas alors que Claire était emportée. L'un des hommes marmonna à voix basse « Il la garde ». Sophia ne répondit pas. Elle n'était pas sûre de pouvoir. L'infirmerie se mit en mouvement. Le Dr. Hale, l'officier médical de la station, commença immédiatement son travail. Une ligne intraveineuse glissa dans le bras de Claire, du sérum physiologique dégoulinant régulièrement. Des bandages enveloppèrent ses poignets bruts et ses côtes meurtries. Le goût âcre de l'antiseptique remplit la petite pièce. Claire remua une fois, ses lèvres bougeant sans bruit, mais les mots ne se formèrent jamais. « Elle est gravement déshydratée », dit le Dr. Hale, sa voix coupée par la concentration. « Elle a de la chance d'être revenue du tout. » Dehors, par la fenêtre, au-delà de la clôture, le Mustang restait. Il n'avait pas bougé depuis. De la vapeur s'enroulait de ses naseaux, souffle après souffle régulier, comme une sentinelle. À la tombée de la nuit, la pluie commença à tomber en fines nappes, tapant contre la vitre. L'étalon se secoua une fois, dispersant des gouttelettes, puis reprit son immobilité. Les heures passèrent. Les gardes forestiers murmuraient entre eux. « Le Mustang n'est pas parti. » À minuit, les murmures avaient un nom, le cheval gardien. Pendant la journée suivante, Claire dérivait entre conscience et inconscience. Des rêves fiévreux s'emmêlaient avec des fragments de mémoire, la corde mordant dans ses chevilles, le monde tournant à l'envers, le craquement soudain de la corde qui se brise, et toujours les talons noirs. Quand elle se réveilla complètement, des jours plus tard, elle cligna des yeux vers le plafond blanc au-dessus d'elle. L'odeur d'antiseptique, les voix étouffées à l'extérieur, le bip du moniteur. Elle était vivante. Chaque partie de son corps faisait mal, mais son esprit était vif. Elle se souvenait de tout, d'avoir été laissée pour morte. La chaleur suffocante, l'ombre glissant à travers les arbres, et le sauvetage impossible. La sensation de la corde qui se brise, la terre dure, le rythme régulier des sabots à travers la nuit. Elle tourna la tête vers la fenêtre et là, à travers la vitre, elle le vit. Le Mustang se tenait toujours près de la clôture. De la boue rayait de ses jambes, une cicatrice sur son épaule pâle contre sa robe sombre, ses yeux fixés sur la station. Sa gorge se serra. « Il ne m'a pas quitté », murmura-t-elle, la voix rauque. Une larme glissa sur sa joue avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Mais dès que l'émotion monta, le soupçon le fit aussi. Elle se rappela pourquoi elle avait été à Elsincio Grove en premier lieu. La voix de Cole, la carte étrange, l'ordre de patrouille qui l'avait envoyé seul, sa main se serrant dans le drap de lit. Non, cela n'avait pas été un hasard. 2 matins plus tard,
Elle était assise, appuyée contre son oreiller, la couleur revenant lentement à son visage. Elle demanda son dossier de mission. Sophia hésita, puis le récupéra. « Tu devrais te reposer. »« J'ai besoin de le voir, » dit Claire d'un ton neutre. Quand le dossier atterrit sur ses genoux, elle l'ouvrit, scannant les ordres. Ses yeux se figèrent. La signature, son nom y était, gribouillée en bas. Mais ce n'était pas la sienne. Les boucles étaient fausses. La courbe du dé n'était pas comme elle l'écrivait. Elle serra ses lèvres, son cœur martelant. Son regard se porta sur la carte à l'intérieur, les lignes rouges, les sentiers altérés. Elle connaissait chaque crête, chaque ruisseau d'Elsincio Grove. Ces marques étaient fausses, délibérément fausses. Elle expira fortement par le nez, la fureur montant. Quelqu'un l'avait menée droit dans un piège. Sa voix était basse, dangereuse. Quelqu'un voulait ma mort. Ce soir-là, Sophia lui rendit visite dans sa chambre. Elle trouva Claire assise droite, les ordres falsifiés étalés sur la couverture. « Tu le vois aussi ?» dit Claire sans préambule. Les yeux sombres de Sophia balayèrent les papiers. Elle ne dit rien au début, seulement expira lentement. « Enfin !» acquiesça-t-elle. « Je l'ai pensé au moment où nous t'avons ramené. Ce n'était pas un accident. » Claire la regarda, l'examina. « Alors tu m'as cru. » La réponse de Sophia était stable. « J'ai vu ce cheval te porter hors de la forêt, Dawson. Si ça c'est réel, alors tout le reste est sur la table. Quelqu'un à l'intérieur de cette station t'a piégé. Et nous allons découvrir qui. » Pour la première fois depuis des années, Claire sentit la fragile étincelle de la confiance prendre racine. Ensemble, elles commencèrent à creuser. Sophia s'occupa du côté technique, tirant les journaux d'accès du système de la station. Il ne fallut pas longtemps pour trouver l'empreinte numérique de quelqu'un qui s'était connecté à la base de données de la carte à minuit 2 nuits avant la patrouille de Claire. Les modifications avaient été faites sous un compte secondaire lié au bureau du superviseur. Randall Cole. La mâchoire de Claire se serra. L'horodatage correspondait exactement au jour où ces ordres avaient été émis. Elles le demandèrent discrètement parmi le personnel. Un garde forestier avoua avoir vu Cole quitter son bureau tard après que tout le monde soit parti. Un autre mentionna avoir surpris une conversation téléphonique en espagnol, coupée et en colère, qui s'était arrêtée au moment où Cole avait réalisé qu'il n'était pas seul. Pièce par pièce, l'image se forma. La signature falsifiée, la carte altérée, l'ordre de patrouille qui l'avait envoyé seul. Tout cela pointait vers lui. Claire tenait les papiers sur ses genoux, ses doigts s'enfonçant dans le bord jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Sa voix était bête et féroce. « Pas cette poisse, pas ça. Je ne laisserai pas la trahison s'en tirer de nouveau. » La nuit était lourde de chaleur, un orage prêt à éclater. À l'intérieur de la station des gardes forestiers, l'air était lourd, les ventilateurs bourdonnant paresseusement, les lumières vrombissant faiblement contre l'obscurité. Claire gisait agitée sur son lit d'infirmerie, ses blessures encore à vif, mais son esprit refusant de se rendre au sommeil. Quelque chose dans sa poitrine était tendu, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Puis, sans avertissement, la station devint noire. Chaque lumière mourut en même temps. Le ventilateur cessa. Le bourdonnement des serveurs et des communications se coupa en silence. Pendant un battement de cœur, l'obscurité sembla absolue, engloutissant les murs et les couloirs. Claire se redressa d'un bond, la douleur hurlant à travers ses côtes. Ses instincts réagirent plus vite que sa pensée. Le courant a été coupé, siffla-t-elle pour elle-même. Le générateur de secours aurait dû se mettre en marche, mais les secondes s'étirèrent en silence. Aucun vrombissement de machine, aucun scintillement de lumière d'urgence. Les radios sur la table de nuit à côté d'elle ne crachèrent que du bruit statique, le sifflement mince et stérile de l'air mort. Des pas martelèrent le couloir. Sophia entra en trombe, son arme de poing dégainée, son visage tendu dans le mince faisceau d'une lampe de poche. « Ce n'est pas un dysfonctionnement, » dit-elle, son souffle coupant. « Quelqu'un a coupé le courant. Tout. » Claire balança ses jambes hors du lit, les dents serrées contre la douleur. Son corps protestait contre chaque mouvement, mais elle le repoussa. « Alors ce n'est pas juste une panne, » répondit-elle. « C'est le coup d'ouverture. » La confirmation vint quelques secondes plus tard. De l'extérieur, un faible gémissement métallique résonna,
le son du portail d'entrée qui s'agitait sous l'impact. Des chiens aboyaient furieusement, leurs aboiements se transformant en grognements désespérés. Puis un coup de feu fendit la nuit. Le cri d'un garde forestier fut coupé court, noyé par le silence. La mâchoire de Sophia se serra. Elle regarda Claire. Aucun mot n'était nécessaire. Elles savaient toutes les deux. Claire ouvrit violemment le casier d'urgence, enfilant un gilet pare-balles en Kevlar par-dessus sa blouse d'hôpital. La douleur traversa ses côtes lorsque les sangles se resserrèrent, mais le poids de la cala. Elle saisit un Glock 19 du support, chambrit une balle, vérifia les viseurs. Ses doigts étaient instables. 3 autres gardes forestiers se précipitèrent dans le couloir, des fusils à la main, les yeux écarquillés. Sophia donna des ordres, calmes mais urgentes. Nous tenons la salle d'épreuve. C'est ce qu'ils cherchent. Les hommes acquiescèrent d'un air sombre. Tout le monde comprenait la carte falsifiée, les ordres falsifiés. La preuve que quelqu'un à l'intérieur avait orchestré l'embuscade. Si ces fichiers étaient détruits, la vérité disparaîtrait avec eux. L'attaque commença pour de bon. Des coups de feu tonnèrent à l'extérieur, le staccato des AK-47 faisant vibrer les minces défenses de la station. Les explosions sèches de fusils à pompe roulaient comme des coups de tonnerre à travers la cour. Les projecteurs restèrent de mort, ne laissant que le balayage des lampes de poche et les lueurs de bouche pour percer l'obscurité. Claire s'accroupit derrière une pile de sacs de sable près de l'entrée principale. Son Glock stable dans sa prise. Son cœur battait, non pas de peur, mais avec une électricité brute du combat. L'adrénaline engourdit la douleur, concentra chaque nerf. Des lueurs de bouche éclatèrent de la lisière des arbres. Des balles martelèrent les barricades, projetant des éclats et de la poussière. Elle riposta en rafales courtes et contrôlées, chaque coup placé avec une précision chirurgicale. Une silhouette s'effondra, une autre chancela en arrière dans le noir. À côté d'elle, Sophia tirait à couvert, sa voix s'élevant par-dessus la cacophonie. Ils ne peuvent pas atteindre cette pièce. Un cri retentit derrière eux. L'un des gardes forestiers s'affaissa, serrant son épaule, du sang imbibant sa manche. Claire n'hésita pas. Elle glissa sur le sol, le traînant derrière une couverture, ses dents serrées contre l'agonie qui lui déchirait le côté. Elle pressa sa main sur la blessure. « Reste avec moi », ordonna-t-elle, puis attrapa son Glock et riposta dans le même souffle. Ses coupes de feu firent reculer 2 agresseurs dans le sous-bois. Le combat était le chaos. Cris, coupes de feu, étincelles de ricochets, illuminant l'obscurité comme des lucioles. Mais la concentration de Claire traversait tout cela, aiguisée par les souvenirs d'autres combats dans d'autres pays. La forêt ici, les uniformes différents, mais le rythme de la survie était le même. Puis le sol trembla d'un son qui n'était pas fait par les hommes. Un cri perçant fendait la nuit. Le cri d'un étalon, sauvage et furieux. Chaque tête se tourna hors des ombres, au bord de la cour. Une silhouette colossale s'avança en trombe. Ash. Sa robe brillait du feu des lueurs de bouche, ses yeux brûlants d'une lumière féroce. Le cheval percuta un homme armé d'un fusil de chasse et l'impact envoya l'homme voler contre la clôture avec un craquement répugnant. Un autre combattant du cartel leva son fusil, mais avant qu'il ne puisse viser, Ash se tourna sur ses pattes arrière, frappant avec une force dévastatrice. Le coup de sabot connecta avec un second agresseur, le faisant tomber comme une poupée de chiffon. La cour se figea pendant un battement de cœur, l'incrédulité gelant tout le monde. L'impossible venait de charger dans le combat. « Monstro » cria l'un des cartels. « Tuez-le » Les bouches se balancèrent vers le cheval, mais Ash disparut à nouveau dans l'ombre, ses sabots tambourinant comme le tonnerre, impossible à épingler. La poitrine de Claire se serra à la vue. L'étalon sauvage avait choisi son camp. À l'intérieur, le combat faisait rage. Une porte latérale s'ouvrit avec un fracas. Une escouade d'hommes armés inonda le couloir. Leurs bottes claquèrent contre le sol, les lampes de poche coupant des faisceaux déchiquetés à travers l'obscurité. Claire et Sophia pivotèrent, les armes crachant du feu. Les balles brisèrent le plâtre, arrachèrent des morceaux des murs. Le couloir se remplit d'une fumée âcre, la visibilité se réduisant à un brouillard d'étincelles et de lueurs de bouche. Un coup de fusil de chasse déchira l'air devant Claire, criblant son bras d'éclat. Elle chancela, mais riposta, faisant tomber l'homme armé dans l'embrasure de la porte. La douleur la transperça, mais l'adrénaline la garda stable.
Un autre agresseur se lança vers la salle d'épreuve. Claire le vit dans un stroboscope de lumière, son fusil levé. Sans réfléchir, elle appuya sur la gâchette. Le coup le perça en plein dans la poitrine. Il s'effondra contre le cadre de la porte, glissant en étasse. Ses oreilles sonnaient du vacarme. Pendant un instant fugace, la scène se brouilla avec la mémoire. Un camp afghan en feu. Son équipe épaule contre épaule, la nuit vivante de feu. Le même désespoir, la même résolution de tenir la ligne. Sa mâchoire se serra. Cette fois, jura-t-elle, personne ne serait trahi en silence. La bataille atteignit une accalmie. La fumée flottait, épaisse, s'enroulant le long du couloir. Pendant un instant, les coups de feu cessèrent. Puis une voix fendit le brouillard. Basse, froide, familière. Lâchez vos armes, c'est fini. Le souffle de Claire se coupa. Un faisceau de lumière balaya le couloir, illuminant une silhouette qui s'avançait. Équipement tactique, noir comme la nuit, fusil tenu avec une autorité aisée. Le visage derrière la lampe de poche n'avait pas besoin de présentation. Randall Cole. Il ne portait plus l'uniforme du garde forestier. Son expression était tordue de rage. Le masque poli arraché, ses yeux se fixaient sur Claire, venimeux. « Tu aurais dû mourir là-bas dans le bosquet », grogna-t-il. Le cœur de Claire martela, mais pas de choc. La rage brûla la douleur. Elle se leva, son arme stable, chaque once d'épuisement disparut. La voix de Sophia retentit, aiguë derrière elle. « Espèce de salaud, tu l'as piégé. » Les lèvres de Cole se recourbèrent en un ricanement. « Vous ne comprenez toujours pas. Ces hommes à l'extérieur paient 10 fois plus que ce que ce gouvernement pathétique ne paiera jamais. Je n'ai pas choisi le mauvais camp. J'ai choisi le camp qui gagne. » La voix de Claire était basse, chaque mot bordé d'acier. Le camp qui gagne ne vend pas les siens. Le camp qui gagne n'enterre pas son peuple pour le profit. Pendant un instant, le couloir se rétrécit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que deux, soldats et traîtres, prédateurs et proies. Le moment se brisa alors qu'une autre vague de combattantes du cartel prenait d'assaut le couloir. Des coups de feu éclatèrent de nouveau, assourdissant dans l'espace étroit. Claire et Sophia plongèrent à couvert, ripostant avec une fureur implacable. Du plâtre pleuvait du plafond. La fumée s'épaississait, les cris montaient et mouraient. Une grenade cliqueta contre le sol, roulant jusqu'à s'arrêter. L'instinct hurla. Claire plongea, poussant Sophia vers le bas. L'explosion déchira le couloir. De la fumée s'élevant en vagues et en étouffant. La visibilité s'effondra en rien. Les silhouettes se déplaçaient comme des ombres et du brouillard. Les lueurs de bouche déchirant des trous dans la brume. Le couloir était fumée et feu et métal qui hurlaient. Claire se pressa contre le mur, son Glock levé, ses poumons brûlants à chaque respiration. Quelque part devant, le fusil de Cole cracha à nouveau, les lueurs de bouche poignardant à travers le brouillard, les balles perçant le plâtre. L'une d'elles frappa le mur à quelques centimètres du visage de Sophia. Une autre siffla à travers le couloir et s'encastra dans le cadre de la porte. La troisième hurla vers sa poitrine. Sophia ne put que se baisser à peine à temps. L'explosion brûla l'air au-dessus de sa tête. Ses yeux s'écarquillèrent dans la faible lueur. Elle était trop lente pour éviter le prochain coup. Et puis vint le cri. Le cri d'un étalon brut et furieux fendit de la nuit. Il secoua. Les murs résonnèrent à travers l'air étouffé par la fumée. Du côté du couloir, à travers une fenêtre brisée et un panache de poussière, Ash explosa dans le combat. Son corps massif remplit le couloir, noir, une ombre, une cicatrice scintillant d'argent à travers son épaule. Pendant un instant, il était une vision, une force sortie d'un mythe. Le coup de feu craqua. La balle percuta le flanc d'Ash. L'impact secoua le couloir comme un marteau sur de l'acier. L'étalon chancela, ses pattes arrière s'effondrant un instant, son cri se déchirant de sa gorge. Mais il resta debout, solidement planté entre Cole et les humains qu'il protégeait. Le temps s'arrêta. Chaque combattant du cartel et garde forestier resta silencieux à la vue. De la fumée s'enroulait autour du corps de l'animal, du sang trempant de sa jambe. Sa poitrine se soulevait, ses yeux brûlants de défi. Un cheval sauvage avait pris la balle destinée pour eux. Le rugissement de Claire se déchira de sa poitrine, brute, féroce. Elle se lança, ignorant la douleur déchirante dans ses côtes, la faiblesse hurlant à travers ses muscles.
L'adrénaline la consuma, l'aiguisant en une seule lame de fureur. Cole leva son fusil, mais elle le frappa avant qu'il ne puisse tirer. Elle percuta l'arme de son bras, la faisant dévier sur le côté. Le tir partit de travers, faisant un trou dans le plafond. Puis, ils furent étroitement liés. Elle se jeta sur lui, poing et coude en l'air. Il était plus grand, plus lourd, et la rage lui prêtait sa force. Mais Claire se battait avec le désespoir de quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre. Son genou s'enfonça dans son ventre, son coude s'écrasa contre sa mâchoire. Il riposta d'un coup de poing sauvage, effleurant son os de la joue, mais elle ne faiblit pas. Les souvenirs de l'Afghanistan surgirent, le chaos des combats rapprochés, se battant pour sa vie dans la poussière. Elle avait survécu à ça. Elle ne mourrait pas d'une trahison une nouvelle fois. Le grognement de Cole résonnait à son oreille pendant qu'il se débattait. « Tu aurais dû rester à terre, Dawson. » Elle grogna en retour, tordant son bras jusqu'à ce que le fusil retombe sur le sol dans un bruit de ferraille. Elle le plaqua contre le mur, son avant-bras contre sa gorge. Son visage devint rouge alors qu'il haletait pour de l'air. Il leva un genou, brisant presque sa prise, mais elle pivota, accrochant sa jambe et le poussant en arrière. Ils s'écrasèrent sur le sol. Claire atterrit sur lui, le maintenant de tout son poids, son poing serré autour de son poignet. D'un coup sec, elle lui arracha sa dernière arme. Cole se débattait, crachant des jurons, mais Sophia était là, ses propres mains fermes, malgré le tremblement dans ses membres. Elle lui passa une paire de menottes au poignet, le tintement métallique résonnant comme un coup de maillet. Claire s'agenouilla sur son dos, le pressant contre le sol. Sa voix était enrouée et rauque. « Tu nous as vendus. Tu m'as envoyé dans ce piège. Et maintenant tu as essayé de me tuer de nouveau. » Froid, tortueux, il ricana à travers ses dents ensanglantées. « Tu n'étais rien d'autre qu'un pion, sacrifiable, tout comme tes amis outre-mer. » Les mots tranchèrent profondément, mais Claire ne scia pas. Son regard était d'acier. Sophia se pencha, sa voix basse. « Non, Cole, tu seras jugé. L'État entendra chaque mot de ce que tu as fait. » Les menottes s'encliquetèrent, finales et absolues. Pour la première fois, Randall Cole était dénué de pouvoir, mais le couloir était devenu silencieux pour une autre raison. Tous les regards se tournèrent vers l'étalon. Ash tremblait, sa respiration laborieuse. Ses pattes vacillaient sous lui. Lentement, comme si chaque os résistait, il s'enfonça sur ses genoux. Le sang coulait de la blessure sur son flanc, sombre sur son pelage brillant. « Non !» murmura Claire, l'horreur lui saisissant la poitrine. Elle écarta Cole et sprinta à travers le sol. Elle tomba à genoux à côté d'Ash, ses bras s'enroulant autour de son cou épais, sa crinière emmêlée dans ses doigts, chaude et rêche, déjà collante de sang. « Reste avec moi, » supplia-t-elle, la voix brisée. « S'il te plaît, ne me quitte pas. Tu m'as déjà sauvé une fois. Ne me force pas à te perdre maintenant. » La poitrine d'Ash se souleva dans un rythme saccadé. Ses yeux roulaient, sombres et infinis. Mais quand ils trouvèrent les siens, quelque chose vacilla à l'intérieur. De la reconnaissance. Il la connaissait. Ses larmes tombèrent sur son pelage, coulant sur le brillant noir. Elle pressa son front contre lui, murmurant « Tu m'as déjà donné plus que quiconque n'avait le droit. S'il te plaît, tiens bon. » L'oreille de l'étalon tressaillit faiblement à sa voix. La voix de Sophia craqua dans la radio. « Urgent. Nous avons besoin de l'équipe vétérinaire maintenant. Critique. Apportez le kit. Il s'effondre vite. » En arrière-plan, Claire pouvait entendre son équipe s'agiter, aboyant dans les communications, courant pour des fournitures. Mais elle l'enregistrait à peine. Tout ce qu'elle pouvait sentir était le soulèvement et l'abaissement frémissant de la poitrine du cheval sous ses mains. Chaque gémissement qui grondait de son corps lui glaçait la moelle. Ce n'était pas juste un son d'animal, c'était le son de quelque chose d'ancien, de sauvage, refusant de se rendre. Un garde forestier debout à proximité murmura « Bizarre, je n'ai jamais rien vu de pareil. Un cheval sauvage se battant comme un soldat. » Les mots résonnaient, mais Claire ne leva pas les yeux. Sa joue pressée dans la crinière de l'étalon. Sa voix une litanie de promesses désespérées. « Tu ne meurs pas ici, pas après tout ça. Tu m'entends? Pas ici. » Le crissement des pneus déchira l'enceinte du complexe. Un véhicule de sauvetage s'arrêta brutalement à l'extérieur. Les lumières clignotantes. Les portes arrière s'ouvrirent en grand.
Vétérinaires et techniciens se déversant avec des caisses d'équipement. Ils se précipitèrent à l'intérieur, dérapant pour s'arrêter à la vue du Mustang qui saignait. Bougez, aboya le médecin-chef. Dégagez l'espace. Claire refusa de lâcher prise jusqu'à ce qu'un médecin lui touche doucement l'épaule. Nous devons travailler. Elle hocha la tête, bien que ses mains tremblent violemment alors qu'elle desserrait sa prise. Elle resta près, ne quittant jamais la ligne de mire d'Ash. Les vétérinaires travaillèrent vite et injectant des analgésiques, appliquant des bandages de pression, glissant des lignes intraveineuses dans des veines épaisses. Le sang tachait leurs gants, leurs manches, le sol sous eux. Claire s'agenouilla à côté de la tête du cheval, murmurant constamment « Basse-toi, juste basse-toi un peu plus longtemps ». L'oreille d'Ash tressaillit de nouveau à sa voix. Ses yeux roulèrent, mais ne la quittèrent jamais, même lorsque la sédation ternit de leur éclat. Le vétérinaire avait l'air sombre, mais déterminé. Si nous pouvons l'amener à la chirurgie mobile, il a une chance. La balle pourrait avoir manqué la cavité de l'organe, mais nous devons bouger maintenant. La gorge de Claire se noua, mais elle se força à hocher la tête. Alors allez-y, faites-le. Au lever du jour, la nouvelle avait déjà commencé à se répandre. Un garde forestier avait pris une photo dans le chaos. Claire à genoux dans le couloir rempli de fumée, tenant le massif étalon noir strié de sang. L'image a atteint les chaînes locales avant que le soleil ne soit complètement levé. À midi, les médias de Cheyenne publiaient des gros titres. Mustang sauvage sauve un garde forestier d'une attaque de cartel. Légende du cheval noir. Une balle prise pour protéger une vie humaine. La photo a balayé les réseaux sociaux, partagée plus vite que l'histoire ne pouvait même être écrite. Certains l'ont qualifiée d'incroyable, d'autres d'un miracle. Les fils de commentaires se sont remplis d'admiration, de scepticisme, de révérence. En soirée, les chaînes nationales l'avaient reprise. L'ombre noire d'Elsincio Grove l'a surnommé un journal. L'histoire a résonné. Un symbole de liberté sauvage, choisissant de protéger un humain contre des hommes avec des fusils. Les gens s'y accrochaient, quelque chose de pur dans un monde se noyant dans la violence. Le nom de Claire a également fait surface. La survivante 2 fois de suite. Les interviews spéculaient sur son passé, son séjour à l'étranger, le lien qu'elle semblait partager avec le Mustang. Mais Claire elle-même a ignoré le bruit. Tout ce qui importait était de savoir si Ash vivrait la nuit, le lendemain matin après les coupes de feu. La station sentait l'eau de Javel et la pluie. Du verre brisé scintillait le long du couloir où la fumée avait été la plus épaisse. Des bandes de rubans jaunes flottaient dans le courant d'air, tandis que les agents fédéraux marchaient dans les couloirs d'un pas mesuré et la mâchoire serrée. Claire regardait depuis l'embrasure de la porte de l'infirmerie pendant qu'il conduisait une Randall Cole menottée. Son visage était un désordre de contusion. Sa lèvre avait fendu et séché, et un œil était devenu d'un violet marbré. Même battu, il se tenait comme un homme qui pensait que la pièce lui appartenait toujours. Il ne regardait pas les gardes forestiers qui l'avaient trahi. Il regardait au-delà d'eux, vers un futur où une faille ou un numéro de téléphone pourrait le sauver. Les agents le poussèrent vers le SUV. Il se tordit une fois juste assez pour trouver Claire. La haine jaillit dans l'œil qui s'ouvrirait. Le timbre d'un battement de cœur, elle sentit l'Afghanistan dans sa poitrine. Le goût métallique et tranchant de la trahison. Puis la porte de la voiture claqua et le son coupa ce souvenir net. Le convoi s'éloigna vers Cheyenne et un centre de détention avec de hautes clôtures et des lumières ternes, vers une mise en accusation qui dirait les mots à haute voix. Complot, tentative de meurtre d'un officier fédéral, complicité de trafic transfrontalier, destruction de preuves. Il y aurait des pièces à conviction, la signature falsifiée, la carte de patrouille mise à jour avec ses flèches rouges courbées vers un point d'étranglement, les journaux d'accès de son terminal de bureau, les déclarations des hommes qui avaient été pris vivants dans le chaos. Les journalistes imprimaient déjà une abréviation pour lui, le superviseur traître. Et pour une fois, le titre facile était aussi la vérité. Quand les véhicules disparurent au-delà des pins, Claire exhala. Pas de victoire, pas de soulagement, juste un espace là où la pression avait été. Elle pressa une paume sur ses côtes et sentit la douleur là, une carte de contusion et le souvenir d'une balle hurlant devant le visage de Sophia. Le passé ne s'évanouissait pas, mais sa forme changeait. Pour la première fois depuis l'embuscade, la trahison outre-mer était assise à l'extérieur d'elle,
portant les menottes de quelqu'un d'autre. Des camionnettes d'information alertent et vinrent. Des microphones se balançaient à la porte. Le chef de station chassa la plupart d'entre eux. Et Sophia avait un talent artistique pour fermer les portes avec un sourire. Mais l'histoire avait sa propre dynamique. Ce que personne ne pouvait arrêter, c'était l'image qui était déjà allée partout. Claire à genoux dans le couloir en ruine, les mains berçant la tête d'un Mustang noir pendant que le sang fonçait ses manches. Ash sortit de la chirurgie avec un bandage enveloppant son flanc, comme une nouvelle écorce autour d'un arbre blessé. Le verdict du vétérinaire était mesuré, mais plein d'espoir. La balle avait tunnélisé à travers le muscle, manquant la cavité abdominale par chance et fraction. Il aurait besoin de temps, d'analgésique, de calme. Il aurait besoin d'un box sous un toit bas, l'odeur du foin et de l'iode, un espace où la pluie pourrait taper sur le zinc et la nuit pourrait passer sans alarme. Pendant des semaines, les journées de Claire commençaient et se terminaient là. Elle s'asseyait sur un tabouret en bois dans la grange temporaire qu'ils avaient aménagée à côté du hangar d'équipement, ses genoux endoloris par le froid, les lumières tamisées. Parfois, elle parlait. Parfois, elle écoutait le doux râle de la respiration d'Ash et ne disait rien du tout. Quand il dormait, elle suivait l'oscillation de sa respiration comme un métronome. Quand il se réveillait, elle se tenait à son épaule, les paumes à plat contre sa chaleur, sentant qu'il était toujours bien là, proie et chaleur et volonté obstinée. Le 4e jour, il agita une oreille quand elle prononça son nom. Le 6e, il frotta de son nez la manche de sa veste et la laissa reposer là. Le 10e, il changea son poids et se leva sans le tremblement qui avait secoué ses quartiers arrière. Une nouvelle cicatrice cousait son chemin brillant à côté de l'ancienne sur son épaule. 2 lignes, 2 histoires se croisant. Le mot se répandit plus vite que le pas d'un sabot. Le caméraman a obtenu une photo nette un matin lorsque le vétérinaire a conduit Ash faire un circuit lent autour de la cour et l'étalon marchait prudemment mais fièrement, son pelage brillant, une bande de gaze blanche brillante contre le noir. Le gardien de Bridger Teton l'appela un traître. Le nom est resté. Drones et satellites et radios ont fait ce qu'ils pouvaient. La montagne gardait son propre conseil. Les gens voulaient une sentinelle, quelque chose avec un visage et une mémoire, quelque chose de plus vieux que les fils. Claire a appris à ignorer les appels des producteurs lui proposant de la faire voler vers un studio pour une interview. Le seul voyage qu'elle faisait était les 15 mètres de la caserne des gardes forestiers au box. Elle touchait le bois rugueux de la porte en entrant, un rituel inconscient, et expirait comme si tout ce qu'elle avait porté dans la journée pouvait être déposé ici. Tu peux arrêter de planer. Le vétérinaire l'a taquiné une fois, de bonne humeur et fatigué. Il ne va pas s'envoler. Claire faillit sourire. Je sais, dit-elle. Je veux juste qu'il sache que je suis là. Je pense qu'il sait, dit le vétérinaire doucement. Le service forestier envoya un commissaire de Jackson et puis quelqu'un en blazer de DC. Ils sont venus avec des visages polis et des mots prudents. Dans la salle de conférence, ils ont posé des écrans de tablettes sur la table et versé du café qui avait refroidi 2 fois. Vous avez traversé une épreuve extraordinaire, Guard Dawson, a dit la femme de Washington. Nous sommes prêts à vous offrir une réaffectation au siège de Jackson ou si vous préférez un poste au bureau régional à DC. Meilleur salaire, heure prévisible. Vous avez mérité un havre de paix. Claire a écouté. Elle a compté ses respirations pour garder sa voix égale. La fenêtre derrière la femme montrait une tranche de la cour, la neige qui fondait coulant dans le fossé, le bord du corral, une oreille noire qui battait contre les moucherons du matin. J'apprécie l'offre, a dit Claire enfin, mais je ne peux pas défendre une forêt depuis un cubicule. L'homme de Jackson a étendu ses mains. Vous seriez inestimable pour la politique, la formation, la supervision. Peut-être, a-t-elle dit, mais la Terre ne tient pas sur un écran. La carte n'est pas la crête et la crête est là où c'est arrivé. Elle laissa les mots tomber sans force. C'est chez moi. Ils sont partis avec des hochements de tête et du regret comme si elle avait refusé une bouée de sauvetage. Après, Sophia s'est appuyée contre le chambranle de la porte, un sourcil levé. « Dis-moi que tu les as au moins fait payer pour le déjeuner, dit-elle. Claire eut un rire essoufflé. Sandwich du gouvernement, presque un crime de guerre. « Tu restes ?» dit Sophia, bien que ce n'était pas une question. « Je reste. »« Bien, dit simplement Sophia.
Tu t'adaptes à cette terre mieux que quiconque que je connaisse. C'est Sophia qui a suggéré la réunion. Appelle ça comme tu veux, a-t-elle dit, mais donne-lui un nom et une note de service. Ça effraiera la bureaucratie pour qu'elle te prenne au sérieux. Alors Claire a écrit la note de service dans l'écriture claire et serrée qu'elle utilisait pour les notes de terrain. Elle lui a donné un titre qui ressemblait à une promesse aux vivants et à un baume pour les morts. Unité de reconnaissance éco-Mustang. Elle a gardé l'argumentaire simple. Certains canyons étaient trop étroits pour un VTT. Certaines pentes trop brisées pour une machine à roues. L'hiver clouait les drones au sol et le brouillard givrant. L'été faisait cuire leurs batteries. Les chevaux avaient un autre type de carte. Ils sentaient l'eau sous leurs sabots. Ils sentaient la roche instable par un tremblement de leurs pâturons. Un Mustang qui choisissait de rester près des humains selon ses propres termes pouvait emmener un garde forestier là où rien d'autre ne le pouvait. Pas de marquage. Claire s'est assise dans la pièce avec la longue table et les hommes qui avaient déjà formé leurs objections. Pas de dressage. Nous ne les transformons pas en qu'un, nous ne les transformons en rien. Nous nous associons s'ils le permettent et s'ils partent, nous les laissons partir. Le capitaine du district fronça les sourcils. Ce sont des animaux sauvages, Dawson. On ne peut pas dresser la nature sauvage. Je ne suggère pas de dressage, a dit Claire. Je suggère la confiance. La raison pour laquelle vous êtes assis ici est à l'extérieur dans un box. Il vous a déjà montré à quoi ressemble la confiance. Le silence habita la pièce un instant, puis passa. Quelqu'un s'éclaircit la gorge. Quelqu'un d'autre dit quelque chose sur la responsabilité. La femme de Jackson, qui était restée derrière, a joint ses mains. Financement pilote, dit-elle. Métrique limitée sur la sécurité. Surveillance vétérinaire. Elle fit une pause. Et un nom comme Echo a du poids. Vous êtes sûr? La colonne vertébrale de Claire s'allongea d'une fraction. Oui, dit-elle. Je suis sûr. Ils l'ont approuvé. Pas avec des applaudissements, avec des signatures. C'était suffisant. Le jour où Claire a ouvert la porte, l'automne avait peint les trembles le long de la rivière en pièces d'or de feu. Elle a marché avec Ash jusqu'au pâturage avant le lever du soleil. Quand la respiration montre blanche et la toile d'araignée enfile des perles entre les rails de clôture, le bandage était parti depuis des semaines. La nouvelle cicatrice avait pris l'aspect mat d'une histoire presque racontée. Elle glissa le collier temporaire libre et le tint inutilement dans ses mains. « Tu te dois ça, dit-elle doucement, je ne te garderai pas. » L'étalon se tint les oreilles dressées, le vent peignant sa crinière. Pendant une longue minute, il sembla peser quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer. Puis il passa devant elle à travers la porte avec un bruit comme un soupir et trotta dans l'herbe de la couleur de son pelage, buvant le matin. Au bord du champ, il se mit au galop, se rassembla et courut. Sa ligne en mouvement, le tour de sa tête, la crête saisissant puis avalant sa forme. Elle tiendrait cela dans son corps pendant des années, l'ancienne douleur et la nouvelle justesse tressées comme une corde. Il reviendra, dit doucement un jeune garde forestier depuis la clôture. Peut-être, dit Claire, ne faisant pas confiance à l'espoir dans sa voix. Peut-être pas. C'est sa décision. Cette nuit-là, elle trouva un seul poil noir accroché au loquet de la porte. Elle le laissa là. 2 jours passèrent. 3. La station se détendit dans le travail ordinaire de réparation des clôtures et de classement des rapports. Quelqu'un dit qu'il avait vu une forme sombre à la tête d'une vallée au crépuscule. Quelqu'un d'autre dit que la forme elle était une ombre. La station devint silencieuse d'une manière qui n'était pas une question de silence. Le 4e matin, le brouillard gisait épais comme de la laine sur la cour. Le garde à la porte appela doucement par la radio comme si une voix plus forte pouvait perturber l'air. « Ramirez, tu voudras voir ça. » Ils se rassemblèrent sur le porche et avec leur café se déplaçant dans leurs tasses comme des miroirs noirs. Hors du brouillard vint une silhouette grande et immobile. Les lumières le long de la clôture peignirent une lueur sur 2 yeux et la couture pâle d'une cicatrice. Ash se tenait juste au-delà du fil, la tête haute, de la vapeur s'élevant de ses naseaux. Quand Claire descendit sur le gravier, il agita une oreille. Elle ne parla pas. Elle ouvrit seulement la porte et se mit de côté. L'étalon entra comme s'il avait été absent 1 heure plutôt que des jours. Il atteignit de son épaule et s'arrêta là si près qu'elle pouvait voir le brouillard perler sur ses cils. Quelqu'un derrière elle murmura
pas dans l'intention d'être entendu. Le gardien nous a choisis. Claire leva la main et la posa contre son cou. La chaleur palpita sous sa peau. Bienvenue à la maison, dit-elle. La demande arriva 2 semaines plus tard. Une nouvelle piste de souches coupées et de marqueurs de peinture réfléchissantes avait été trouvée dans la poche occidentale lointaine d'Elsincio Grove, le quadrant même autour duquel la carte altérée de Cole avait ouvert ses mâchoires. C'était le genre de terrain qui transformait les machines en ferraille et les hommes en statistiques. La mission serait une longue boucle sans support de véhicule et seulement 2 endroits où une radio pourrait capter un signal et le porter par-dessus la crête. Le matin de leur départ, le gel argentait les herbes. Claire entra dans le vestiaire et chargea son sac sans le petit tremblement que ses mains gardaient parfois pour elle lorsque le vent sonnait comme un souvenir. Eau, trousse de premier secours, pile de rechange, le Glock dans un étui propre, le M4 en bandoulière d'une manière que ses côtes pourraient me pardonner. Elle ferma le casier sur le métal qu'elle ne portait pas. Sophia la rencontra sur le porche. Elle garda ses mots petits et simples comme on le fait quand quelque chose de plus briserait le sort. « Tu es sûr de ça? De lui? » Claire jeta un coup d'œil vers le corral. « Je n'ai jamais été plus sûr de rien. » Ash se tenait dans la cour comme un morceau de nuit que l'aube n'avait pas réclamé. Quand elle marcha vers lui, il baissa la tête en reconnaissance. Pas de soumission, pas d'astuce, un accord. Elle posa une main sur le muscle à la base de son cou, sentant l'appel et la réponse de la respiration. Pas de sel, pas de bride, pas de reine pour donner l'illusion de la propriété. Elle attrapa une poignée de crinière, posa son pied contre la pente de son avant-jambe. Et avec la chorégraphie facile qu'ils avaient apprise ensemble dans la douleur et la pratique, elle se balança. Il stabilisa son poids pour la maintenir, et cette petite grâce, jetée, courut à travers elle comme de la chaleur. Sur le porche, les gardes forestiers s'arrêtèrent avec leurs tasses à mi-chemin de leurs lèvres. Quelqu'un leva une main, le genre de vague tranquille qui contient le respect. Sophia ne fit pas signe. Elle rencontra juste les yeux de Claire à travers la cour et hocha la tête une fois. « Ramène ce que la carte ne montrera pas, dit-elle. « Je le ferai. »« Alors va, dit Sophia. Et quand elle ajouta, « La forêt a un gardien. » Ce n'était pas pour la radio ou pour les hommes sur le porche. C'était pour tout ce qui, dans les arbres, écoute les hommes. Claire se pencha en avant. Ash bougea. Les premiers pas étaient des nuages de respiration silencieux, s'élevant du cheval et de l'humain dans l'air ambré. Le soleil était une pièce pâle derrière la crête, s'éclaircissant en un bord. Le gel se brisa sous les sabots en petites étoiles. Le chemin les emmena devant le bâtiment d'épreuve où le papier n'avait pas réussi à cacher l'intention, devant le box où les pointes de suture avaient maintenu la chair fermée, au-delà de la porte. C'était une promesse au lieu d'un piège. Ils s'inclinèrent vers l'embouchure du bosquet. La lumière s'éleva derrière eux et étira leurs ombres longues sur le sol. Une figure et un cheval liés ensemble. La forme d'une histoire que d'autres gens raconteraient parce que cela rendait le matin plus facile à supporter. Claire sentit l'ancien poids se déplacer à l'intérieur d'elle. L'espace taillé par le chagrin, faisant de la place pour quelque chose d'autre qui n'était pas le triomphe et n'était pas l'absolution, mais s'en sentait proche. Au bord des arbres, elle regarda en arrière. Les gens se tenaient le long de la rampe du porche, leurs visages brillants dans la nouvelle lumière. Sophia leva 2 doigts, vint sûr. Claire répondit par une petite inclinaison de la tête et puis se tourna vers le travail. Ash prit la pente comme si elle lui appartenait. Les fins s'épaissirent autour d'eux. L'air s'amincit et s'aiguisa. Quelque part devant se trouvait plus de peinture sur l'écorce, plus de bobines de fil cachées sous la litière de feuilles, plus d'hommes qui croyaient que la terre pouvait être faite pour porter n'importe quoi pour un prix. Quelque part devant, la radio deviendrait muette et la carte se transformerait en conjecture. Elle n'était pas seule. « Voyons ce qu'ils ont manqué, » dit-elle au cheval. Ash agita une oreille. Le sol sous eux changea de gravier à terreau, de terreau à roche. Le soleil dégagea la crête. Les 2 d'entre eux y entrèrent jusqu'à ce que leurs formes sombres prennent feu au bord, et puis ils n'étaient que mouvement. Et le pouls vivant et stable d'une forêt qui est gardée de la seule manière dont une forêt l'est jamais, par les pieds qui la traversent, les yeux qui la lisent, et les promesses faites à ses frontières pour tenir contre l'obscurité. La forêt dormait sous le souffle de l'hiver.
La neige gisait mince sur la cour de la station de Bridgerton, scintillait faiblement sous une demi-lune. Les pins sur la crête se courbaient sous le poids du gel, leurs aiguilles les murmurant alors que le vent glissait à travers elles. Il était tard, près de 3 heures du matin, mais le monde semblait pris dans un moment hors du temps. Tout se tenait immobile. À l'intérieur du petit bureau, une seule lampe de bureau brillait, l'ambre peignant des cercles de chaleur sur un ordinateur portable cabossé, une tasse de café froid et une dispersion de dossiers. Claire Dawson était assise dans la chaise, les épaules enveloppées dans sa veste de garde forestier, ses cheveux tirés en un chignon désordonné. Son corps était endolori de la manière tranquille qu'il l'était toujours la nuit. Ses côtes qui n'avaient pas tout à fait guéri, les cicatrices tirant sur la peau quand elle se déplaçait. Le vent tapotait à la vitre, tranchant et persistant. Claire leva les yeux une fois, instinctivement comme un soldat écoutant un mouvement, mais il n'y avait pas de menace. Juste la forêt lui rappelant qu'elle y était toujours là. À travers le verre, elle pouvait le voir. Ash se tenait au bord lointain de la cour, sa silhouette à moitié dissoute dans la brume. De la vapeur s'élevait doucement de ses naseaux, dérivant blanche dans le froid. Il était immobile, comme une statue, la tête haute, les oreilles agitant à chaque son dans l'obscurité. Pour l'œil non entraîné, il aurait pu ressembler à n'importe quel cheval laissé dehors trop longtemps dans la nuit d'hiver. Mais pour Claire, il était une sentinelle, une présence, un soldat sans ordre, tenant son poste parce que c'était ce qu'il était. La vue la stabilisa. Elle se tourna vers le bureau. Son ordinateur portable clignotait, le curseur attendant dans le coin d'un document vierge. Elle le fixa pendant un moment, puis tendit la main et ferma le couvercle. Le plastique se ferma avec une finalité. Les rapports pouvaient attendre, ils le pouvaient toujours. Au lieu de cela, elle fit glisser le tiroir du haut et en sortit un cahier en cuir usé. Sa couverture était égratignée, tachée par l'eau, la colonne vertébrale maintenue ensemble par du ruban adhésif. Elle l'avait porté à travers l'Afghanistan, glissé dans la poche intérieure de son gilet. La plupart des pages étaient remplies de croquis, de coordonnées, de fragments de pensées griffonnés d'une écriture serrée pendant les pauses entre des missions. Ce soir, elle ouvrit une page fraîche. Sa plume plana. Pendant un long moment, elle n'écouta que le vent, et à l'extérieur le faible gémissement du bâtiment s'installant dans le froid, le bruit de sabots lointains alors qu'Ash changeait de poids. Puis elle commença à écrire. Pas un rapport, pas une déclaration pour des preuves, une lettre. Elle l'adressa simplement à ceux qui n'étaient pas revenus. La plume bougea lentement au début, puis plus vite. Les mots saignèrent. Elle écrivit sur l'embuscade, comment le silence avait semblé faux avant que le premier coup ne craque, comment l'air avait été épais de fumée et de poussière et de peur. Elle écrivit sur les visages des hommes et des femmes qui lui avaient fait confiance. Comment elle pouvait encore les voir dans la pénombre de ses rêves, l'appelant par son nom, les yeux grands avec l'incrédulité de la trahison. J'ai vécu, elle écrivit les mots tranchants dans la lumière de la lampe. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce que cela signifie que je sois toujours là et que vous ne le soyez pas. J'ai ramené vos noms à la maison, mais je n'ai jamais ramené la paix. Pas une seule fois. Sa gorge se serra. Elle pressa la plume plus fort, déchirant presque la page. Pendant des années, j'ai pensé que la survie était la punition, que j'avais été laissé derrière pour que le poids puisse m'écraser en quelque chose de plus petit. J'ai pensé que si je m'enterrais dans la nature sauvage, si je marchais sur les crêtes jusqu'à ce que mon corps se brise, peut-être que je pourrais payer pour avoir vécu quand vous ne l'avez pas fait. Elle fit une pause. L'encre tirait là où sa plume plana. Elle déglutit, essuya ses yeux avec le revers de sa main et se força à continuer. Les mots changèrent. Elle admit ce qu'elle n'avait jamais dit à haute voix, qu'elle avait choisi le cours de garde forestier non pas par amour, mais par culpabilité, qu'elle était entrée dans la nature sauvage en espérant qu'elle l'avalerait, que chaque patrouille, chaque longue nuit dans la neige avait été une sorte de pénitence. Je pensais que j'attendais de mourir tranquillement, écrivit-elle. Ici, loin des villes, loin des familles qui poseraient des questions. Je pensais que c'était tout ce qu'il me restait à donner. Sa main trembla alors qu'elle écrivait la ligne suivante. Et puis un cheval m'a trouvé. Elle décrivit la corde mordant ses chevilles, le sang inondant sa tête, la façon dont ses poumons avaient brûlé.
Elle décrivit le moment où le monde s'est rétréci au son d'une branche qui craquait et à la forme d'une ombre noire dans la brume. Elle écrivit sur la cicatrice sur l'épaule d'Ash, le regard dans ses yeux, la sensation de la corde se cassant sous sa morsure. Il aurait dû me laisser. Les choses sauvages ne choisissent pas les humains. Mais il l'a fait, il est resté. Et quand il m'a ramené dans ce monde, j'ai compris pour la première fois que la survie n'est pas une punition. La survie peut être un sens si je choisis de la rendre ainsi. Sa plume ralentit, mais sa résolution s'aiguisa. De la confession, la lettre se tourna vers la promesse. Je ne porterai plus ma vie comme un fardeau. Je la porterai comme un devoir envers vous, envers ceux qui ne peuvent pas. Je protégerai cette forêt de la manière dont je ne pouvais pas vous protéger. Je garderai ce qui est sauvage et fragile et libre pour que vos morts soient rappelés dans quelque chose de plus grand que le silence. Elle tapota la plume contre le papier, pensant au nom qu'elle avait donné à sa proposition. Unité de reconnaissance Eco-Mustang. Une idée étrange sur le papier, mais plus vraie pour elle que n'importe quelle note de service bureaucratique. Ici, écrivit-elle, j'ai construit une nouvelle équipe, pas comme avant. Pas les mêmes uniformes et drapeaux. Cette équipe porte des sabots au lieu de bottes, porte le silence au lieu de fusil. Ils ne sont pas possédés, pas commandés. On leur fait confiance. Ash est le premier, celui qui m'a montré que la confiance est possible. Il est mon camarade d'une manière que je ne pensais jamais retrouver. Mon frère d'armes, bien que ses bras soient 4 pattes, et une cicatrice qui reflète la mienne. Les mots la stabilisèrent. Pour la première fois depuis des années, l'acte d'écrire ne ressemblait pas à une hémorragie. Cela ressemblait à une construction. La plume se gratta jusqu'à la fin. Sa main se crampa, la page lourde d'encre et d'honnêteté brute. Claire s'assit, exhalant longuement et lentement. Elle fixa la lettre jusqu'à ce que ses yeux se brouillent. Puis elle ferma le cahier, pressant sa paume contre sa couverture en cuir usé, comme pour sceller les mots dans le passé et la promesse dans le futur. La lampe bourdonnait faiblement. Le vent pressait contre la fenêtre. Elle se leva, les articulations raides, et porta le cahier sur l'étagère où elle gardait ses cartes de terrain. Elle le glissa là soigneusement, comme si elle le plaçait dans un coffre-fort. Puis elle enfila son manteau, poussa la porte du bureau et sortit. L'air la frappa comme du verre, froid, tranchant, mais propre. Ses bottes craquèrent contre le gel. Sa respiration s'embua devant elle, emportée par le même vent qui taquinait la cime des arbres. Ash se tenait exactement là où il avait été, une silhouette dans la brume qui s'amincissait. Sa tête se leva alors qu'elle s'approchait, les oreilles en avant, les yeux captant la lumière de la lampe. Pendant un instant, ils se regardèrent seulement, le silence plein et ininterrompu. Claire s'approcha, assez près pour sentir la chaleur émanant de son corps. Elle posa une main légèrement contre son cou. Son pelage était chaud sous sa paume, stable sous le froid de l'hiver. Sa voix était douce, rendue rauque par la fatigue, mais claire. « Nous montons la garde, murmura-t-elle. Ensemble. » La respiration d'Ash devint blanche dans l'aube, son oreille agitait à ses mots. Au-dessus de la crête, le premier bord du soleil craqua l'horizon. L'or saigna dans la neige, peignant la cour, le bureau, les poteaux de clôture et la cicatrice le long de l'épaule de l'étalon. Claire se tenait à côté de lui alors que la lumière grandissait. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas l'impression d'attendre la mort. Elle avait l'impression de commencer. Merci de rester avec nous jusqu'à la fin de cette histoire. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous et faites-nous savoir votre partie préférée. Si vous avez apprécié le voyage, n'oubliez pas de aimer, partager et vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires captivantes comme celle-ci. Et ne manquez rien. Appuyez sur la cloche de notification pour être toujours informé de notre dernier contenu. Votre soutien signifie vraiment le monde pour nous.